Hey tout le monde, aujourd'hui on attaque notre chapitre 5, donc pas le chapitre le plus compliqué, mais quand même un des longs de la session. Euh, on va aller étape par étape. Donc aujourd'hui on commence avec peut-être un petit rappel du chapitre 4 avec le concept des mirages. On a tendance des fois à penser que le mirage est un phénomène psychologique à cause de la déshydratation, dans le fond une hallucination qu'on voit de l'eau dans le désert, quelque chose comme ça. C'est un phénomène quand même moins complexe que ça. Là. Ça se peut des hallucinations là, à cause qu'on est déshydraté, mais puis un coup de chaleur, mais c'est pas ça. Donc le mirage en tant que tel, c'est vraiment un phénomène optique. C'est un phénomène qui fait qu'on a l'impression de voir un sol qui est humide. Pourquoi on a cette impression-là? C'est parce qu'on voit la réflexion du sol, mais en fait la réflexion du ciel qui passe par le sol. Donc en réalité, ce qu'on a, on a notre œil qui serait, disons ici sur le schéma. Donc ce qu'on voit, ça c'est un œil, ouais, il est beau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le rayon qui se rentre dans notre œil comme ça. Donc, en réalité, le trajet réel du rayon, c'est quelque chose comme ça qu'on va parler dans une minute, mais tout ce qu'on voit, nous, c'est le rayon qui arrive dans notre œil. Donc, ce qu'on a l'impression vraiment, c'est un rayon qui a été rebondi du nuage. Donc, on voit le nuage qui est dans le ciel et on voit cette réflexion-là. Donc, pour avoir un phénomène comme ça, en général, ça nous prend principalement deux ou trois conditions là, à différents niveaux qui sont réunis. Premièrement, ça prend une journée ensoleillée. Donc, c'est sûr que ça prend du soleil pour que la surface du sol soit réchauffée par rapport à l'air. Aussi, il faut que ce gradient de température-là soit relativement régulier. Donc, en général, ça va se produire davantage des journées qui ne seront pas venteuses. Et finalement, plus la surface va être foncée, plus ça va être facile à observer. Ça ne veut pas dire que c'est limité à ça, mais ça va aider. Donc nous, au Québec, là, les moments qu'on en voit le plus, c'est quand on conduit sur l'autoroute. Donc ça va arriver parfois qu'on va regarder au loin, là, surtout au printemps comme ça. C'est quand même assez évident parce que l'air est quand même relativement frais. Puis le soleil commence à être chaud. Donc l'asphalte chauffe quand même relativement beaucoup par rapport à l'air. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une grosse augmentation de température au niveau du sol. Puis à mesure que l'altitude va monter, ben, la température va diminuer. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, on a vu la semaine passée que l'indice de réfraction était dans le fond inversement proportionnel à la température. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir de la même façon qu'on va avoir un gradient de température qui va changer d'un côté, ben, on va avoir de la même façon l'indice de réfraction qui va être plus élevé quand on va être en altitude et plus bas quand on va être au niveau du sol. C'est dû au fait que plus l'air est chaud, plus la densité de l'air est faible. Donc, plus on se rapproche du vide, dans le fond, plus on va avoir de l'air qui va être espacé. Donc, plus la densité de l'air baisse. Et donc, ça fait baisser l'indice de réfraction. Donc, grossièrement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le rayon lumineux qui part du ciel, qui s'en va comme ça, va passer à travers différentes strates de température, si on veut, et à mesure qu'on va passer dans une région qui va être de moins en moins réfractante. Donc, quand on descend, ben, on s'approche d'une température plus élevée, donc d'un milieu qui est de moins en moins réfractant, donc un indice de réfraction qui est de plus en plus bas. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est que quand on passe par une interface et on passe par un indice de réfraction qui est plus bas, ben, on a un rayon incident qui va passer proche de la normale et qui va s'en éloigner. Donc, on va avoir une déviation qui va se passer comme ça, un petit peu toujours. Donc, on va avoir une déviation qui va apparaître et qui va s'éloigner de notre normale. Donc, ce qui va continuer à faire dévier progressivement notre rayon jusqu'à un certain moment qu'on va arriver à un endroit où qu'on va arriver à un certain moment où notre gradient de température ou notre angle d'incidence en réalité va être beaucoup trop grand. Donc on va passer l'angle critique, ce qui va nous amener un phénomène qu'on va appeler la réflexion totale interne. Donc notre rayon au complet va être réfléchi vers le haut. Donc il n'y aura plus de rayon qui va être transmis vers le bas, mais le rayon va rebondir vers le haut. Donc c'est vraiment le phénomène qui se passe, c'est qu'on a l'impression que le rayon vient rebondir sur une surface qui est mouillée ici et qui s'en va à notre œil. C'est la seule chose que notre cerveau est capable de nous dire, là. Notre cerveau n'est pas capable de dire mais le rayon dévie et devient courbé à cause qu'il y a de la chaleur. Là. Notre cerveau n'est pas capable de se rendre là. Donc, tout ce qu'on fait comme interprétation, c'est ben, comme je vois le ciel en regardant l'asphalte, ben, il doit y avoir une réflexion sur cet asphalte. Donc, la seule façon que l'asphalte peut rebondir cette lumière-là, c'est si elle est mouillée. Donc, on pense qu'il y a une flaque d'eau. Finalement, on s'approche, la flaque d'eau n'existe pas.
C'est vraiment ce phénomène-là. Donc, c'est une succession de réfractions pour arriver justement à un angle critique à un moment donné, environ dans cette section-ci. Là, on va franchir l'angle critique et à ce moment-là, le rayon ne continuera plus à se déplacer vers le bas, mais il va bien remonter. Donc, réflexion tout en interne et ça se rend à notre œil éventuellement et c'est ça notre mirage. Donc, voilà, ça nous fait une petite révision justement pour calculer tout ça. Vous allez pouvoir vous amuser à regarder tout ça. Donc, pour commencer notre chapitre 5, pour commencer, quelques petits mots de définition pour être sûr qu'on sait de quoi on parle. Donc, on a déjà fait un labo, nous, cette session-ci. Donc, c'est des choses qu'on a quand même déjà observées, ce qui nous donne une petite longueur d'avance sur ce qu'on a fait, ce que j'ai déjà fait les sessions passées. Ouais, donc, quand je vais parler de O majuscule, ça veut dire objet, I, ça veut dire image. Un système optique, on va parler de miroir, on va parler de lentille, on va pouvoir parler de miroir plan, de miroir concave, convexe. On va parler aussi de dioptres. Des dioptres, dans le fond, c'est une interface qui est courbée. On va en parler tout à l'heure. C'est à peu près les principaux systèmes optiques qu'on va regarder cette session-ci. La distance P, c'est la distance objet et système optique. Donc, c'est bien important de partir de la position de notre objet et aller jusqu'à notre lentille, par exemple, et mesurer ça. Donc, ça, c'est notre distance P. Et Q va être notre distance image et système optique. Donc, comme on l'a dit au laboratoire, un objet et une image peuvent être réels ou virtuels. Lorsqu'un objet est réel ou virtuel, lorsqu'une image ou un objet est réel, on dessine en trait plein. Donc, on va voir tantôt qu'on va faire des tracés de rayons. Quand tout est réel, on fait ça en trait plein. Et quand tout est virtuel, on va faire ça en trait pointillé. Ça devient quand même relativement évident qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel quand on va parler de miroir. Quand on parle de lentille, c'est une petite affaire plus mêlant. Mais je pense que ça devrait être quand même assez faisable, là, surtout avec ce qu'on a fait au labo. Une image qui est réelle, on l'a dit au laboratoire, c'est une image qui peut être observée sur un écran. Donc, comme au cinéma, on peut regarder on doit regarder l'écran pour voir cette image-là, donc on ne regarde pas le projecteur. Tandis qu'une image virtuelle, c'est le contraire, c'est une image qu'on doit observer en observant notre système optique. Donc, si on veut voir une fourmi grossir à travers notre loupe, il faut regarder à travers la loupe, sinon ça ne fonctionne pas. Par contre, si on veut faire cramer la tête de la fourmi, donc faire apparaître le soleil, donc une image réelle du soleil sur la loupe, donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de regarder à travers la loupe pour voir le soleil, même c'est plutôt déconseillé, je vous dirais. Ça va créer une image réelle, donc c'est vraiment le soleil qu'on fait apparaître en point très fin, là, donc au foyer de notre lentille. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues au labo, donc je pense que ça devrait être pas pire clair. Le miroir plan, c'est quand même la chose la plus simple à observer, là. Le miroir plan, lui, il va avoir des angles d'incidence, des angles réfléchis qui vont être identiques. Donc, on en a parlé la semaine passée avec notre interface plane, là, donc le rayon incident. Si je le fais en vert comme ça, le rayon d'incidence θ et θ'1 devraient être exactement les mêmes. J'ai tracé ma normale ici, donc mon rayon incident. Ce n'est pas une interface, donc il n'y a pas de rayon transmis, il n'y a pas de rayon réfracté. Il y a simplement un rayon réfléchi. Pour trouver la position de notre image, c'est un peu toujours la même chose qu'on va utiliser comme technique, c'est-à-dire de tracer deux rayons puis regarder si ce sont les prolongements ou les rayons réfléchis vraiment qui se regroupent. Donc, ça va nous permettre de savoir où se trouve notre image et aussi de savoir si elle est réelle ou virtuelle. Donc, pour un miroir, c'est assez évident que la réalité se place devant un miroir et tout ce qui est derrière le miroir n'existe pas vraiment. Donc, c'est le virtuel. Donc, pour différencier la surface réfléchissante et non réfléchissante d'un miroir, on va mettre des petites hachures d'un côté. Donc, d'un côté, on a bien le réel et de l'autre côté, on a le virtuel. Du côté réel, on fait des traits pleins. Du côté virtuel, on fait des traits pointillés. Donc, comme je disais, j'ai fait deux rayons. Le premier rayon que j'ai tracé, c'est le rayon incident qui va partir de l'objet et qui va arriver incident perpendiculaire, donc vraiment à un angle de 90 ou un angle d'incidence qui serait de 0 parce qu'on trace toujours à partir de la normale. Donc, je vais partir de l'objet, j'arrive avec un angle de 0, donc angle d'incidence égale angle réfléchi, donc je réfléchis avec un angle de 0. C'est pour ça que j'ai une flèche incidente qui est vers le miroir et une flèche réfléchie. Donc, j'ai un rayon qui arrive comme ça et un rayon qui revient sur mes pas. À chaque fois que je fais réfléchir mon rayon, donc c'est le rayon réfléchi que je vais prolonger dans le virtuel. Donc, je veux dire ce rayon-là, où il irait dans le virtuel.
Donc, c'est vraiment le rayon qui est réfléchi vers la gauche que lui, je prolonge du côté virtuel en trait pointillé. Comme c'est du côté virtuel, je prolonge en trait pointillé. J'en fais un deuxième, donc j'ai fait un angle quelconque, là, peu importe où je le fais, ça va toujours donner exactement la même chose. Je vous conseille de ne pas le faire trop fin comme angle, là, de donner une certaine distance pour que votre triangle soit quand même assez précis. Donc, on va avoir un angle ici, θ1, qui va être notre angle d'incidence, et notre angle réfléchi, θ1'. Le rayon réfléchi, c'est celui-là. Donc, lui, c'est mon rayon incident, et le rayon réfléchi, c'est celui-là. Donc, c'est le rayon réfléchi que je prolonge dans le virtuel. Après ça, il faut que je regarde sur mes rayons réfléchis. Est-ce que ce sont mes rayons réfléchis qui se rejoignent, ou est-ce que ce sont les prolongements qui vont se rejoindre? Donc, se rejoindre, c'est-à-dire se croiser. Si tu regardes tes rayons réfléchis, ben, tu as un rayon réfléchi qui s'en va par là ici, puis un rayon réfléchi qui s'en va par là. Les deux divergent. Jamais ils vont se regrouper. Tandis que si tu regardes du côté virtuel, ben, les deux vont finir par se croiser à un point. Ce point se trouve à être la position de ton image. Donc, ton image va se produire ici. Et comme cette image se trouve du côté virtuel, donc derrière le miroir, cette image-là, elle est virtuelle. Si tu fais les mesures, ben, tu vas te rendre compte assez rapidement que la distance P et la distance Q sont exactement les mêmes. Mais il faut faire attention. Comme notre image est virtuelle, il faut absolument dire que Q est plus petit que 0 parce que cette image, elle est virtuelle. Et virtuelle, c'est féminin, donc elle est là. Donc, image qui est virtuelle. Donc, il faut absolument dire que si P est positif et que Q est négatif, mais il faut absolument avoir que la relation est inverse, c'est-à-dire que P est égal à moins Q. Si tu me dis que P est égal à Q, ce n'est pas vrai. P contient un signe, Q contient un signe, il n'y a pas de valeur absolue là-dedans. Donc, les signes sont super importants. Quand c'est réel, on met positif. Quand c'est virtuel, on met négatif, autant pour un objet que pour une image. On a vu au laboratoire qu'on avait un objet virtuel, il fallait mettre P négatif. C'est encore vrai. Maintenant, les miroirs sphériques. Donc, on va avoir deux types de miroirs sphériques. On va avoir les miroirs concaves et les miroirs convexes. Les miroirs concaves, dans le fond, c'est les miroirs qui vont être creux. Donc, un miroir concave, là, c'est un miroir qui serait comme ça, donc avec la surface réfléchissante qui serait à l'intérieur comme ça. Il faut vraiment s'imaginer que c'est une sphère là, qui est ronde et qu'on en coupe une partie. Et un miroir convexe, ben, c'est un peu plus comme ça. Donc là, ça va être la surface réfléchissante qui va être bombée vers l'extérieur. Des applications quand même assez différentes. On a des miroirs concaves comme ça. Si vous en avez un dans votre pharmacie, par exemple, là, des fois, moi j'en ai pas, là, mais certaines personnes en ont pour observer la peau d'un peu plus près. Donc c'est un miroir qui va donner une image un peu plus grossie quand on s'approche. Par contre, si on s'éloigne trop, ben, ça devient tout flou. Donc il faut rester quand même à l'intérieur du foyer pour le voir. C'est un miroir qui est aussi grandement utilisé pour ce qui est de tous les télescopes en ce moment. On a toujours un miroir concave au fond du télescope pour nous permettre d'avoir notre image. C'est l'instrument le plus important du télescope aujourd'hui. Les miroirs convexes, écoutez, on les utilise quand même pas mal plus souvent. C'est des miroirs qui vont nous permettre d'avoir des images en général plus petites, mais qui vont être quand même un champ de vision un peu plus étendu. Donc, c'est les miroirs qu'on a du côté de notre passager sur notre voiture. C'est les miroirs qu'on voit dans les coins de dépanneurs pour que le commis puisse voir le dépanneur complet pour être sûr que tu ne voles pas. Plusieurs applications de tout ça. Donc, on va commencer par voir le miroir concave. Donc, le miroir concave, on va regarder 3 tracés de rayons principaux qui vont être utiles pour nous. Donc, le miroir concave, on va toujours partir de la même façon. Vous allez voir, là, si vous placez vos objets sur les foyers, ça peut vous donner des mauvaises surprises à quelques moments. Il faut garder en tête que souvent, le foyer, c'est un point de transition entre des images qui vont être réelles ou virtuelles. Donc, souvent, on n'observera pas vraiment d'image. Donc, l'image va soit converger directement sur le foyer ou à l'infini. Donc, une image qui converge à l'infini, c'est une image qui ne converge pas. Là. Il faut faire attention dans nos tracés de rayons. Les cas spécifiques du foyer ou du centre de courbure peuvent être un petit peu plus complexes. Donc, un miroir concave,
Bon, ça, au point de vue théorique, là, on va dire que c'est un bout de sphère avec un centre de courbure. Donc, je plante un compas sur mon centre de courbure. Ça me donne une sphère qui va ressembler à ça. J'en ai coupé une section. Je vais pris la sphère au complet pour avoir les rayons qui peuvent passer à l'intérieur comme ça. La réalité de la chose, c'est qu'en réalité, ces miroirs-là sont un petit peu plus paraboliques que vraiment sphériques, mais ça a plus ou moins d'incidence dans notre vie, mais la réalité de la chose, on les ajuste un petit peu plus en parabole. Donc, écoutez, que dire de plus par rapport à tout ça? Pas grand-chose. Les trois rayons, on va les regarder un par un. C'est sensiblement la même chose que ça pour miroir concave, convexe ou les lentilles convergentes, divergentes. Les trois rayons qu'on va regarder, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique, un rayon qui va passer par le foyer, puis ensuite on va passer par le centre de courbure ou le sommet pour les lentilles. Il y a toujours le même lien entre un rayon parallèle qui va passer par le foyer après, soit au niveau de la réflexion, de la réfraction, mais c'est quand même un lien qu'on va faire directement entre les deux. Donc, premier rayon, celui que j'ai écrit en rouge, un rayon incident parallèle à l'axe optique est réfléchi vers le foyer. Donc, premièrement, l'axe optique, c'est quoi? C'est un rayon qui va être parallèle à mon rayon incident. Donc, c'est un rayon qui passe par le foyer, le centre de courbure et le sommet. Donc, le centre de courbure, comme je disais, c'est l'endroit où on a placé notre compas pour tracer le cercle qui ferait notre miroir. Le foyer va être exactement à moitié de la distance entre le centre de courbure et le sommet. Et le sommet, c'est l'endroit où l'axe optique croise notre miroir. Donc, voilà. Si j'applique mon premier, donc un rayon incident parallèle à l'axe optique qui réfléchit vers le foyer, je trace un rayon parallèle à l'axe optique, c'est celui-là. Il est réfléchi vers le foyer, donc mon foyer il est ici, donc je trace mon rayon comme ça. Ensuite, j'oublie pas mon prolongement. À chaque fois, je dois prolonger un rayon. Je vous rappelle que, comme pour le miroir plan, je prolonge mon rayon qui a été transformé par l'axe optique. Donc, un miroir, qu'est-ce que ça fait? Ça réfléchit la lumière. Donc, ici, je dois prolonger mon rayon réfléchi. Donc, mon rayon réfléchi, c'est celui-ci. Donc, mon prolongement en pointillé dans le virtuel, c'est ça ici. Donc, voilà pour mon premier rayon. Mon deuxième rayon, un rayon incident vers le foyer et réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc, je prends un rayon, je pars de mon objet. Mon objet, ça reste la flèche ici. Je pars du sommet de la flèche, donc le sommet de mon objet. Je m'en vais vers mon foyer, je passe par mon foyer. J'arrive à mon miroir, j'arrête là. Et après ça, je suis réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc, c'est toujours la même chose. Parallèle, foyer, foyer, parallèle. À ce moment-là, j'ai un rayon qui est réfléchi ici. Mon rayon qui est réfléchi, c'est celui qui est parallèle. Je le prolonge parallèle à l'axe optique aussi. Donc, c'est la même orientation, le rayon qui réfléchit et mon prolongement. Et mon dernier, le plus facile, le rayon qui passe vers le centre de courbure, par le centre de courbure est réfléchi sur lui-même. Si on passe par le centre de courbure, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on arrive à notre miroir vraiment à 90 degrés. Comme on arrive à 90 degrés, l'angle d'incidence est de 0, donc l'angle réfléchi est de 0 aussi, donc c'est clairement réfléchi sur lui-même. Donc il va repasser par le centre de courbure. Le prolongement, c'est le rayon réfléchi, encore une fois, que je prolonge ici. On voit que dans le virtuel ici, tout est... il n'y a rien qui va converger, donc les rayons s'écartent, c'est divergent. L'endroit où mes trois rayons se croisent, ça se trouve à être ici. Donc c'est dans le réel. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas pour tous les objets. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on place notre face avant le foyer dans un miroir concave comme ça, on va se voir grossi. Donc, ça va créer une image qui va être virtuelle. Mais dans un cas comme ça, où l'objet est plus loin que le foyer, ça va nous créer une image qui est réelle, une image qui est inversée. Donc, dans ce cas-ci, et je répète, dans ce cas-ci, ce n'est pas tout le temps le cas, notre miroir nous donne, on avait un objet qui était réel et on va avoir une image qui va être réelle aussi, donc Q plus grand que 0. Donc, C mon centre de courbure, F mon foyer et S mon sommet, qui serait peut-être mieux de mettre un petit peu plus loin pour qu'on le voit. Bon, ça va être... voilà, rien d'autre à dire. Peut-être la chose la plus importante que je suis en train d'oublier de dire, la distance focale pour un miroir concave, elle est positive, elle est plus grande que 0.
une façon facile de s'en souvenir. Le foyer, bon, le centre de courbure, c'est l'endroit où on plante notre compas pour faire notre cercle. Après ça, notre focale va être à mi-distance de ça. Ma distance focale, elle est ici. Si je te demande est-ce qu'elle est dans le réel, donc le réel pour un miroir, c'est ici, là. Tandis que le virtuel, c'est ce côté-ci. Est-ce que mon foyer est du côté réel ou du côté virtuel? Ben, il est du côté réel. Le réel, c'est ce qui est associé au signe positif. Donc, on devrait toujours avoir un foyer positif pour un miroir concave. Donc, soit qu'on se rappelle de cette logique-là ou qu'on l'apprend par cœur, mais c'est absolument essentiel à l'examen de savoir que un miroir concave, ça a une focale positive. Un miroir convexe a une focale négative. Et on a le même genre de relation pour les lentilles. Donc, une lentille convergente va avoir une focale positive, une lentille divergente, une focale négative. Ça, c'est essentiel de s'en rappeler. Si on regarde maintenant notre miroir convexe, ben on a un petit peu l'inverse. Pour tracer notre miroir convexe, c'est un peu la même technique. On va placer notre compas un centre de courbure. On va tracer un cercle comme ça, ben une partie d'un cercle. Donc, le côté réfléchissant, cette fois-ci, va être du côté du réel encore une fois, tandis que du côté du virtuel, on va avoir le côté assuré qui n'est pas réfléchissant. Là, on va voir que le miroir convexe, lui, va faire diverger. Au lieu de faire converger les rayons, lui, va les faire diverger. Donc, il va écarter les rayons. C'est la même logique, c'est pratiquement les mêmes phrases qu'on peut réécrire. Donc, le copier-coller, je l'ai utilisé ici avec quelques mots qui ont été changés, mais à peine. Donc, le premier, un rayon incident pareil à l'axe optique est réfléchi du foyer. Donc, j'ai pas mis vers le foyer, mais c'est du foyer. Donc, le premier rayon rouge, lui, il s'en vient pareil à l'axe optique, il arrive au miroir. Ben, le foyer est ici. Donc, lui, il s'en va pas vers le foyer. Hein. Il est réfléchi sur le miroir, mais il est réfléchi comme s'il provenait du foyer. Donc, on va prendre notre règle, on va faire une ligne comme ça jusqu'au miroir, et ensuite, on va orienter notre règle directement sur le foyer avec notre point d'intersection avec notre miroir et on va tracer notre rayon réfléchi. On ne lève pas notre règle, on fait notre trait pointillé de l'autre côté pour avoir notre rayon qui est prolongé dans le virtuel. Donc, le rayon qui est prolongé, c'est toujours le rayon qui est réfléchi. Le rayon réfléchi, c'est celui-ci. Voilà. Deuxième, même principe, un rayon vers le foyer est réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc, le rayon qui est vers le foyer, c'est le rayon qui est en vert. Donc, j'ai pris les mêmes couleurs en haut en bas. Lui, tu places ta règle du point du sommet de ta règle, tu l'envoies vers le foyer, sauf que là, il ne se rend pas au foyer, il arrête là. Il est réfléchi parallèle à l'axe optique. Donc, c'est la même chose. Foyer, axe optique, foyer. Et le dernier, qui est la même chose, si un rayon qui est incident vers le centre de courbure, bien, il réfléchit vers lui-même. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. On va se retrouver à avoir un angle de 90 degrés ici. Donc, à ce moment-là, le rayon réfléchi et le rayon incident va être le même. On fait nos prolongements toujours et on se rend compte que les deux ont un point d'intersection qui se trouve ici, ce qui me donne la position de mon image. Donc là, on voit mon image qui est rapetissée, qui n'est pas inversée, mais qui est du côté virtuel. Donc, on aura ici un Q plus petit que 0. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on va avoir une façon de calculer à l'aide de quelques formules autant la position de notre image, ainsi que savoir si elle est grandie, rapetissée, inversée. Donc, on peut avoir toutes ces caractéristiques-là avec quelques petits calculs qui sont quand même relativement simples et on y vient tout de suite. Donc, ces formules sont les suivantes. Donc, la première qu'on a vue au laboratoire, qui est sans doute la plus importante, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc là, il faut faire attention avec cette formule-là. Les signes sont importants. Si on a des objets virtuels, ben, P est positif. Si on a si on a des objets réels, P est positif. Si on a des objets virtuels, P est négatif. Même chose pour Q. Si les images sont réelles, ben, Q est positif. Si les images sont virtuelles, Q est négatif. Et F, si on a un miroir concave, ben, on a un F qui va être positif. Et si on a un F qui va être négatif pour un miroir convexe. La distance focale, c'est égal au rayon de courbure divisé par 2. Donc, le centre de courbure, c'est comme le rayon de courbure. Donc, c'est le rayon de ce cercle-là. Si on divise ce rayon de courbure-là par 2, on a notre distance focale. M, qui est le grandissement en valeur absolue, c'est la hauteur de notre image, donc H' divisé par la hauteur de notre objet que j'ai appelé H.
Et ce grandissement-là, on peut le calculer en faisant moins Q sur P. La différence entre ces deux trucs-là, donc les deux formules de M, lui est en valeur absolue. Donc, il va juste nous donner vraiment la grandeur réelle de notre image. Donc, si elle est inversée ou pas, ça ne nous donnera pas cette information-là. Donc, il faut mettre notre grandissement en valeur absolue. Mais après ça, ça nous donne juste les grandeurs. Tandis que le deuxième, lui, il va être intéressant pour le petit point que j'ai rajouté à la fin ici. Si M est négatif, ben ça veut dire que notre image est inversée. Donc, si on fait le calcul là-dessus, donc en gros, si Q et P sont le même signe, on a un moins qui apparaît devant, ce qui va faire que l'image doit absolument être inversée. Si Q et P sont de signes inversés, mais on va avoir un M qui va être positif, donc une image qui ne sera pas inversée. Si on retourne voir nos exemples tout à l'heure, ici, on aurait quoi? Ben, on aurait un M qui serait plus petit que 1. Pourquoi? Parce que mon image, elle est plus petite que mon objet. Par contre, comme cette image-là n'est pas inversée, j'aurais un M positif. Donc, j'aurais un M à quelque part entre 0 et 1. Donc là, je pourrais l'évaluer, disons, à environ, je sais pas, 0,4. On est peut-être à peu près au 40% de la hauteur de notre objet, environ. Donc, ça serait pas mal ça, à peu près le M, qu'est-ce qu'il vaudrait ici? Il vaudrait 0,4. Tandis que si je regarde ici, ben, je sais pas, on est peut-être à 0,5 en termes de grandissement en valeur absolue. Par contre, là, comme on a une image qui est inversée, ben, j'aurai un M qui va être négatif. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais un M qui serait probablement de moins 0,5 environ. Et ça change. Faites attention à toutes les valeurs de P et de Q. Donc, un grandissement pour un miroir ou pour une lentille, ça va dépendre de la position de l'objet et de la lentille. Donc, on va voir tout à l'heure, quand on va regarder les grossissements des loupes, par exemple, le fabricant de la loupe va te donner le grandissement qui est le plus gros possible pour la loupe. Donc, ce qu'on va appeler le grossissement commercial, ce qui est plus ou moins réel avec ce qu'on va l'utiliser. Mais comme c'est le chiffre le plus impressionnant que le fabricant peut t'écrire sur sa boîte, c'est lui qui va t'écrire pour essayer de te faire croire que la lentille est vraiment la plus grossissante possible. Donc, ces formules-là, vous avez ça sur votre feuille de formule, c'est hyper important de les maîtriser. C'est absolument certain qu'à l'examen, vous allez avoir à faire quelques exercices de ce genre-là. Vous voyez que c'est pas super compliqué, mais il faut faire attention, là. Au labo, il y a plein de monde qui ont oublié de me faire un sur-F ici. Là, donc, il faut bien les pitonner. Là, avoir plusieurs exercices pour vous pratiquer là-dessus. Donc, en voilà un premier. Un insecte de hauteur H est placé devant un miroir sphérique où la distance focale du miroir est de 40 cm. L'image a la même orientation que l'objet et la hauteur H' est égale à 0,20 fois la hauteur de l'objet. Donc, finalement, on a une image qui est rapetissée. Mais on vous donne seulement la focale en valeur absolue. Donc, on ne vous dit pas si le miroir est concave ou convexe. Donc, premièrement, je vous demande, est-ce que l'image produite est réelle ou virtuelle? Et est-ce que le miroir est concave ou convexe? Bon, là, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention. Donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, c'est beaucoup d'interprétation là, ces problèmes-là. C'est rien de compliqué au niveau mathématique, là, surtout par rapport au cours d'électricité, maintenant qu'on a fait la session passée. Là. On ne parle pas d'intégrale fermée ici, là, c'est 1 sur P plus 1 sur Q. Là. Mais c'est important de ne pas se mêler. L'affaire qui est plate pour moi comme correcteur dans ce genre de matière-là, c'est que la matière est quand même simple au niveau mathématique, puis il n'y a pas beaucoup d'étapes. Si tu mets ton P, disons, du mauvais signe, ben après ça, tout ton problème est plus bon. Moi, je te mets 0. J'ai pas vraiment de latitude. Là. Puis 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Il est sur ta feuille de formule. Fait que je te donnerai pas des points pour avoir trouvé la formule sur la feuille de formule. Là. Donc, il faut que ça soit tout bon ou c'est tout pas bon. Là. Donc, faites attention à ça. Pratiquez-vous. Assurez-vous d'avoir les bonnes réponses. Là. C'est important ici. Puis si vous n'êtes pas sûr de vos démarches, mais comme d'habitude, vous pouvez prendre une photo et me l'envoyer. Là. Ça fait toujours plaisir de regarder ça. Donc, deux petites questions. L'image produite est réelle ou virtuelle et le miroir est concave ou convexe. Donc, à l'aide du peu d'informations qu'on a là, on devrait être capable de savoir ça. Donc, première chose, comme l'image est la même orientation que l'objet, ben, ça me dit quoi? Ça me dit que le grandissement M doit être plus grand que 0.
ben ça, c'est déjà une information qui est hyper importante. Parce qu'après ça, si je me sers de l'opération M qui est égale à Q moins Q sur P, ben, comme je sais que j'ai un insecte, ben, est-ce qu'un insecte c'est réel ou c'est virtuel? Ben, n'importe quel objet que je peux toucher, que je peux tenir dans mes mains, c'est réel. Donc, il faut quand même se forcer pour créer un objet virtuel. On l'a vu au labo, comment on faisait. Il fallait placer quelque chose derrière la distance focale derrière la lentille. Ben, ça se fait pas avec un objet réel. Je peux pas prendre un insecte puis le mettre derrière mon miroir puis espérer avoir une réflexion. Là. Il va rien se passer. J'aurai pas de réflexion. Il faut vraiment qu'il soit devant mon objet. Donc, c'est un objet qui est réel. Donc, un insecte, c'est bien réel. On va s'en rappeler dans quelques semaines quand le dégel va continuer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est plus grand que 0, ça. Donc, si j'isole Q, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image. Donc, si à partir de cette formule-là, j'isole Q, mais je vais avoir Q qui va être égal à moins MP, moins MP. Et comme mon objet est réel, ben, P est plus grand que 0, ben, j'ai pas le choix d'avoir, ben, si M est plus grand que 0 et P est plus grand que 0, ben, j'ai un moins qui apparaît devant. Donc, ça n'a pas le choix d'avoir un Q qui est négatif. Donc, l'image, oui, sera virtuelle ici. Pas le choix, comme M est positif et P est positif. J'aurai le négatif qui va me donner un négatif pour le Q. Donc, l'image ici est bien virtuelle. Deuxième chose, le miroir concave ou convexe. Bon, là, l'idée, c'est d'aller combiner nos deux formules. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire quand même relativement souvent quand vous allez faire ce genre de problème-là. Si le grandissement n'est pas suffisant pour trouver ce qu'on cherche et que 1 sur P plus 1 sur Q n'est pas suffisant pour trouver ce qu'on cherche, on combine les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On aurait que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. On a dit tout à l'heure que le grandissement est égal à 0.20. Donc, ça, H', on a dit tout à l'heure dans les formules en haut, on a dit que H' sur H est égal à valeur absolue de M. Et on a dit que M, dans le fond, était plus grand que 0. Donc, dans le fond, on sait que M est égal à 0,20. Donc, je l'ai remplacé dans ma formule ici. Donc, je suis arrivé à Q est égal à moins 0.20 fois P. J'ai remplacé mon Q dans l'expression de 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Donc, j'arrive à 1 sur P plus 1 sur moins 0.20 fois P est égal à 1 sur F. Je fais mon addition. Donc là, il faut être à l'aise à faire ce genre d'addition-là de fractions. Donc, si vous avez de la misère, revenez-moi. Je pense que ça fait quand même quelques années que vous faites des choses comme ça. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, moi, j'ai fini mon opération. Je suis arrivé à ma focale est égale à moins P sur 4. Je ne sais pas c'est quoi P, hein? Mais je sais que P est plus grand que 0 parce que j'ai encore une fois un objet qui est réel. Donc, j'ai encore une fois P qui est plus grand que 0. Donc, n'importe quoi qui est positif divisé par 4, on a quelque chose de positif, mais avec un moins devant, ben, ça me donne une focale qui est négative. Comme j'ai une focale qui est négative, c'est un miroir qui est convexe. Les dioptres sphériques. Un dioptre sphérique, en réalité, c'est une interface qui est sphérique. Ça veut dire quoi, ça? C'est un objet qui est transparent, mais qui est rond. Donc, c'est les espèces de... C'est beaucoup moins populaire, mais je suis sûr que tout le monde a une grand-mère qui en a encore un chez eux, là. Les espèces de petits globes là, qu'on brasse, et puis ça fait de la neige, là. Ça, c'est un classique. Là. Le petit bonhomme à l'intérieur qu'on voit, là, il est vraiment déformé à cause de l'eau qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Vous avez l'exemple aussi, si vous avez vu les parcs jurassiques, là, le petit insecte, là, le maringouin qu'on trouve dans la boule d'ombre, ben, il a l'air super gros dans la boule d'ombre, mais en réalité, il n'est pas gros comme ça. Hein. Il est déformé à cause de l'indice de réfraction de cette boule d'ombre-là. Donc, une espèce d'effet de loupe, si on veut. La différence entre une lentille et un dioptre, c'est qu'une lentille, ça va être très mince, puis il faut regarder à travers, il faut faire passer les rayons au travers. Tandis qu'un dioptre, l'objet peut être coincé encore à l'intérieur de cette boule-là. Ça peut être n'importe quoi. Si tu fais gonfler une ballonne d'eau, puis tu as un objet à l'intérieur, bien, cet objet-là va être transformé et ta surface est ronde. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte. Donc, ça déforme les rayons. Donc, ça les dévie à cause de l'indice de réfraction de notre objet. Je vous ai fait deux petits exemples ici, comment ça se produit. Donc, on peut avoir des objets qui vont être réels ou virtuels, qui vont se produire par ça. Donc, ça va dépendre de l'indice de réfraction et comment les rayons vont être convergés ou pas.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon objet réel sur l'axe optique. J'ai tracé un rayon. Et puis là, je passais d'un milieu qui était moins réfractant à un milieu qui est plus réfractant. Donc mon rayon s'est rapproché de l'axe optique. Donc là, ça va juste dépendre à quel point mon rayon est, mon milieu est réfractant. Plus le rayon va être réfractant, plus mon rayon va revenir vers l'axe optique. S'il est moins réfractant, il va être dévié moins. Donc, il serait un petit peu plus comme mon deuxième exemple, comme ça. S'il est suffisamment dévié, on va converger vers l'axe optique. À ce moment-là, mon rayon, mon image, en réalité, va être réelle, va apparaître ici. Si mon rayon n'est pas assez convergent, donc là, on voit que du côté du réel qu'on traverse, là, on va avoir quelque chose qui traverse et qui n'est pas assez convergé, donc qui ne revient pas vers l'axe optique, mais c'est le prolongement de l'autre côté qui va converger sur l'axe optique, ce qui va me donner une image qui va être virtuelle. Là, il faut faire attention. Là, on ne parle plus de miroir. On va parler de surfaces qui sont transparentes. Et c'est là que ça devient un petit peu plus mêlant de parler de réel et de virtuel. Pour un miroir, c'est assez évident de dire que ce qui est derrière le miroir est virtuel. Donc, il n'y a rien derrière le miroir. Là. Si tu veux te voir dans le miroir, il faut que tu sois devant. Si tu te places derrière ton miroir, il ne se passe rien. Ce n'est pas une surface réfléchissante. Pour une lentille ou un dioptre, c'est transparent des deux côtés. Donc, il faut se rappeler c'est quoi le rôle de notre système optique. Le rôle d'un miroir, c'est de réfléchir la lumière, tandis que le rôle d'un dioptre et d'une lentille, c'est de dévier la lumière. Donc, c'est de la faire traverser. En la traversant, ça va être dévié. C'est pas... Oui, il va y avoir une réflexion, là, mais ce n'est pas l'utilité. Donc, il faut tenir compte des rayons qui sont réfléchis comme étant les rayons transformés par le système optique. Donc, c'est eux qu'il va devoir prolonger dans le virtuel. On part du réel. Mon rayon incident, c'est celui-ci. Ce rayon incident-là est dévié. C'est ce rayon-là qui est dévié, qui est le rayon réel. Donc, le réel, pour une lentille, c'est des deux côtés. Par contre, le rayon qui va me donner le virtuel, c'est le prolongement du rayon qui a été dévié. Donc, le rayon qui a été dévié va être lui. Donc, pour une lentille et un dioptre, le côté virtuel, c'est toujours le même côté que l'objet. Donc, si... ça, c'est comme regarder notre insecte qui est à la boule d'ombre. Si je veux voir cet insecte-là, il faut que je regarde la boule d'ombre. C'est ça mon système optique. Donc, je le regarde, je le vois grossi, mais je regarde la boule d'ombre. Je ne peux pas mettre l'insecte sur le bord d'un écran puis espérer de le voir sur l'écran. Ça n'arrivera pas. Donc, il faut vraiment que je le regarde. C'est une image qui est réelle. Virtuelle, excusez-moi. Donc, mon exemple d'insecte, là, ça serait ça ici. C'est pas le cas ici, mais c'est possible ça aussi. Il faut juste faire le calcul puis voir comment ça se produit. Et ça va dépendre de l'indice de réfraction, du rayon de courbure, etc. Donc, les formules que vous avez sont celles-ci. Donc, pour le dioptre. Donc, N1, qui va être l'indice de réfraction là où se trouve mon objet. Donc, c'est toujours comme ça qu'on part. Je regarde mon objet, il est où? Il est toujours dans N1. Donc, si c'est dans l'air, il est dans l'air. Si c'est mon insecte qui est dans la boule d'ombre, ça serait l'ombre qui serait mon N1 ici. Et tandis que le N2, ça va être l'autre. Donc, mon image, après ça, va peut-être apparaître dans N2, peut-être pas, mais c'est pas grave. Donc, c'est vraiment mon objet qui va déterminer où je place mon N1 et le N2, c'est l'autre. Et après ça, le signe de Q va me dire si c'est positif ou c'est négatif. Ensuite, N2 moins N1, donc celui de l'objet et l'autre. Et R, mon rayon de courbure. Donc là, il faut juste faire attention aussi, le rayon de courbure, on peut l'avoir positif comme négatif. Donc, je l'ai écrit ici, le rayon de courbure R est négatif lorsque le centre de courbure C est du côté des rayons incidents, du côté objet de l'interface. Dans mes deux exemples ici, mon rayon de courbure serait positif parce que mon rayon de courbure n'est pas du côté de l'objet, est du côté opposé à l'objet. Mon objet est ce côté-ci et mon rayon de courbure est ici. Donc, à ce moment-là, dans mes deux cas, j'aurais un R plus petit que 0. Même chose ici, j'aurais un R plus petit que 0. Il faut faire attention à ça. Dans le cas où j'aurais un objet, disons,
mon objet qui serait ici, et mon rayon de courbure qui serait, disons, comme ça, avec mon interface comme ça. Là, à ce moment-là, j'aurais un R qui serait plus grand que 0. Excusez, je vous dis complètement le contraire. Plus grand que 0. Plus grand que 0. Donc, mon objet. Mon rayon de courbure, comme je disais, qui était comme ça ici, avec mon centre de courbure, disons, qui serait ici, qui aurait pu être n'importe où. Là. Donc, à ce moment-là, on aurait cette fois-ci un R qui serait plus petit que 0 parce que mon centre de courbure est du même côté de l'interface. Donc, mon interface et mon diop qui est ici. Donc, à ce moment-là, on a R plus petit que 0. Donc, désolé pour la confusion. Mon grossissement, cette fois-ci, un petit peu plus complexe à calculer parce qu'il faut tenir compte des différents indices de réfraction qu'on a dans les deux endroits. Donc, N1 fois P divisé par N2, excusez, N1 fois Q divisé par N2 fois P. Et tout ça négatif avec les mêmes conventions pour ce qui se trouve du N1 qui est toujours celui associé à P. Donc, je l'écris ici. N1 est l'indice de réfraction de celui où on trouve l'objet. OK. Donc, je vous ai fait justement l'exemple du moustique dans l'ombre. Donc, un moustique est figé dans une sphère d'ombre de 6 mm de diamètre. Le moustique semble à 5 mm à l'intérieur de la surface de la sphère. Quelle est sa position réelle? Donc, qu'est-ce que j'ai comme impression? Moi, je suis ici, donc moi, je suis l'observateur. Donc, mon œil se trouve à quelque part ici. Donc, qu'est-ce que je vois? Ben, c'est le rayon qui arrive comme ça. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression que l'image est ici. Donc, moi, j'ai l'impression que l'image est à l'intérieur. Donc, assurément, c'est une image qui est virtuelle parce que je dois regarder mon système optique. Donc, tout de suite, en lisant la question, je dois immédiatement réaliser que Q est plus petit que 0. Et je m'attends forcément à avoir un P plus grand que 0. Donc, c'est vraiment un objet qui est réel. Donc, c'est un moustique. C'est un maringouin. Et c'est réel, ça. Donc, je m'attends vraiment à avoir un P plus grand que 0. Je ne le sais pas encore, là, mais si j'arrive avec un objet qui est virtuel, je vais être quand même assez surpris. Donc, j'ai une sphère d'ombre qui est de 6 mm de diamètre. Le moustique semble à 5 mm à l'intérieur. Donc, ça va être ma distance que je vais appeler Q, qui va être plus petit que 0. Mon centre de courbure, donc j'ai un 6 mm qui va être ici. Diamètre, excusez. Donc, ça va être mon rayon de courbure. Donc, mon rayon de courbure qui va être égal à mon diamètre divisé par 2. C'est pas mal ça. Écoutez, une fois qu'on a ça, je vous demande la position réelle. Donc, dans le fond, on veut savoir P est égal à quoi. Comme je vous disais, je m'attends à avoir un P plus grand que 0, mais en réalité, j'en sais rien pour l'instant, mais on va le calculer. Donc, je vais sortir ma formule. Donc, N1 sur P est égal à plus N2 sur Q est égal à N2 moins N1 sur R. Donc, mon objet est à quelque part dans l'ombre. Donc, si mon objet est dans l'ombre, ben, mon N1 va être celui de l'ombre. Donc, 1,6. Dans l'air, ben, je vais prendre autour de 1. Et c'est P que je cherche. Donc, Q qui va être égal, comme je disais, à moins 5 mm parce que je veux avoir ma distance en négatif parce que j'ai une image qui est virtuelle. Et mon rayon de courbure, je l'ai mis négatif. Pourquoi? Ben parce que mon centre de courbure est du même côté de l'interface que l'objet. Donc, je ne sais pas où mon objet. Hein? Il peut être n'importe où ici. Mais il est à l'intérieur quand même. Et comme mon rayon de courbure est du même côté que mon objet, mais genre un rayon de courbure qui va être négatif, qui va être égal à la moitié de mon diamètre. Voilà, qui va être égal à moins 3 mm. Donc, une fois que je connais tout ça, je plug tout ça dans ma formule. Donc, 1,6 sur P plus 1,0 fois 5, divisé par 5 mm. On aurait pu tout mettre en mètres, mais on peut laisser tout en millimètres. L'important dans les PQR, là, puis même les focales, c'est d'avoir tout dans les mêmes unités. On va voir quand on va calculer nos puissances de lentilles, il faudra tout mettre ça en mètres, là, mais pour l'instant, c'est pas si grave. Mais tout mettre en mètres, c'est quand même pas une mauvaise habitude. Donc, je suis arrivé avec un P positif, ce qui fait bien du sens. Et je suis arrivé avec un P de 4 mm, donc oui, je suis à l'intérieur de ma sphère, ce qui est bon signe. Et mon objet est réel. Donc, j'ai confiance à cette réponse. J'ai fait un petit trajet des rayons réels.
Donc, moi, ce que j'ai, c'est l'impression que ça vient de là. Donc, c'est le prolongement. Hein. C'est que moi, j'ai le rayon dévié et son prolongement, j'ai l'impression qu'il vient là. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Là. Le rayon qui s'en vient à mes yeux, moi, j'ai l'impression qu'il est tout le temps droit. Donc, ce prolongement-là me donne la position virtuelle qui n'est pas tout à fait réelle de cet objet-là. Donc, la position de l'image, finalement. Mais dans le réel, c'est le rayon ici qui a été dévié à cause de l'interface qui est là. Donc, lui va être dévié un petit peu. Et voilà. Maintenant, les lentilles minces. Donc, une lentille mince, c'est un double dioptre. Donc là, au lieu d'avoir un objet qui a un certain volume, on va supposer que la lentille est infiniment mince. Donc, on va tenir compte de l'épaisseur de la lentille. C'est pas tout le temps vrai, là, mais si on veut que les approximations qu'on fasse aujourd'hui, il faut absolument que les distances focales et les distances P et Q soient beaucoup plus petites, donc de l'ordre de 100 fois plus petites que l'épaisseur de la lentille. Sinon, on va s'écarter quand même de notre réalité. Donc, deux types de lentilles, un petit peu comme les miroirs. Donc, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Avec les lentilles convergentes, les focales positives, donc comme les loupes, les lunettes de presbytie. Et lentilles divergentes, donc nos lunettes de myopie, ce sont des lentilles qui sont divergentes. Oui, je ne connais pas beaucoup d'autres applications de lentilles divergentes à part pour corriger la myopie. On en fait des fois pour faire des systèmes de lentilles pour des oculaires. Là. On combine plusieurs lentilles pour justement rétablir toutes les distorsions qu'on pourrait avoir là-dedans, mais ça reste une lentille convergente au total. Là. En tout cas. La formule, ce qu'on appelle la formule des opticiens, donc la lentille mince dans l'air, c'est comme ça qu'on réussit à bâtir vos prescriptions de lunettes. Donc, pour avoir la distance focale, qu'est-ce qu'on fait? On prend un matériau qui a un certain indice de réfraction. Donc, c'est sûr que plus l'indice de réfraction va être important, plus on va être capable de faire des lentilles qui vont être minces. Donc, là, on essaie de trouver un matériau qui est quand même mince et léger de plus en plus. Je dirais que ça, il y a eu des énormes progrès dans mon laps de vie. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais des gens qui avaient des myopies intenses, là, puis leurs lunettes étaient extrêmement lourdes, là, puis très épaisses. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué en termes de volume, là, pour avoir des corrections de la vue qui sont aussi bonnes. Là. Donc, voilà. Les rayons de courbure des deux lentilles vont nous permettre d'avoir différents états de notre courbure. Donc, on va voir qu'on peut courber ça de façon différente et certains choix sont meilleurs que d'autres. On n'est pas obligé d'avoir deux rayons de courbure qui sont équivalents, donc il faut être conscient que la lentille, c'est pas un dioptre. Là. On ne passe pas juste une interface, on en passe deux. Donc on peut être double bombé, on peut être bombé d'un côté et convexe de l'autre, on peut être creusé des deux côtés, on peut être plat d'un côté, bombé de l'autre ou creusé de l'autre. On peut avoir plein de possibilités comme ça. Et tout ça va tenir compte des rayons de courbure qui vont être différents. Soit dit en passant, une surface qui est plate, hein, le rayon de courbure, c'est l'infini. Plus tu as une surface qui est plate, plus le rayon de courbure est grand. Pense à une petite bille, là, son rayon de courbure, c'est quoi? C'est 5 mm. Je pense à quelque chose qui est tellement gros qu'il a l'air plat comme la Terre. Qu'est-ce que le rayon de courbure qui est plus grand, la Terre ou la bille? C'est assez évident que c'est la Terre. La Terre, c'est autour de 6000 km. Donc, plus le rayon de courbure est grand, plus ça a l'air plat. Donc, si on vous parle de surface plane, vous prenez un rayon de courbure qui est infini. Donc, je peux faire le tour de mes notes. Donc, double dioptre, les axes optiques coïncident. Ouais, on ne fera jamais rien d'autre que ça. Donc, les lentilles, l'épaisseur de lentille doit être beaucoup plus faible que PQ puis les rayons de courbure, j'en ai parlé, et ainsi que les distances focales. Deux types de lentilles, convergentes, divergentes, j'en ai parlé. La formule des lentilles, vous l'avez. Donc, la focale, l'indice-réfraction, on travaille dans l'air, donc c'est pour ça qu'on a un ici. Si on n'était pas dans l'air, ça serait l'indice-réfraction du milieu qu'on est. Et à part les rares personnes qui vont se faire des masques de tuba avec de la force dedans, là, je connais personne qui se fait des lunettes pour autre chose que dans l'air. C'est pas mal tout le temps ça. R peut être négatif suivant les mêmes conventions que les dioptres, donc il faut faire attention.
Si on a un objet qui traverse une lentille et c'est concave comme ça, donc si on arrive comme ça, ben là, le R est négatif. Si c'est bombé comme ça, ben là, le R va être positif. Ça va nous donner des focales qui vont être différentes, et ça, c'est bien important. Le R1, c'est le rayon de courbure du premier côté rencontré par les rayons incidents. Donc, il faut choisir un côté pour notre lentille. Les lentilles, on peut les tourner de côté, puis ça fait exactement le même effet, mais quand on fait notre calcul, il faut choisir un premier côté. Donc, on se fait un dessin hypothétique, puis on se dit, ben ce côté-là, c'est le premier côté qu'on rencontre, puis après ça, deuxième côté, on en tient compte pour les... Donc, c'est sûr que quelqu'un pourrait faire un calcul avec les signes qui sont l'inverse de l'autre personne, parce qu'ils l'ont fait avec la lentille à l'envers, mais au bout de la ligne, la focale va donner la même chose. Donc, ce n'est pas grave, il n'y a pas à se casser la tête, on le fait d'un côté, puis il faut bien le faire, c'est tout. Là. Mais oui, il faut bien le faire. Donc, on va regarder ça. Lentilles convergentes. Donc, les lentilles convergentes avec les focales plus grandes que 0, ça, je le répéterai jamais assez. Quand on fait un schéma, on va faire ce dessin-là. Pourquoi? Parce que les lentilles convergentes, c'est plus facile à produire, c'est les lentilles qui sont biconvexes. Donc, les lentilles qui sont bombées des deux côtés. Donc, si tu regardes juste la petite section en haut, ben, c'est comme pointu. Donc, c'est comme si ça pointait en haut et en bas. Donc, c'est ce qu'on représente par les flèches en haut puis en bas ici. On peut avoir une lentille qui va être convergente aussi, même si elle est plate d'un côté. Et on peut avoir une lentille convergente si on a un côté qui est plus bombé que l'autre est creusé. Donc, ces trois lentilles-là vont être convergentes. Je vous dirais que nos lunettes de lecture vont plutôt être faites comme ça. Même chose pour les lentilles qui sont faites pour les hypermétropes. En général, on va les faire comme ça. On essaie d'éviter le plus possible les lentilles plates. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on a un interface, on a un rayon qui est transmis, donc un rayon qui est réfracté, et un rayon qui est réfléchi. Ça fait un miroir plan. Ça veut dire que si tu as l'œil de ce côté-là, tu pourrais voir la réflexion très nette de ton œil tout le temps dans ta lunette, ce qui doit être absolument irritant. Donc c'est le fun de corriger ta vue, mais on fait plus ça. C'était fait comme ça il y a quand même pas tant d'années que ça. Donc voilà, pour les tracés de rayons, c'est un petit peu plus facile que pour les lentilles. Il ne faut juste pas se mêler en termes de ce qui est réel et virtuel. Donc, je vous rappelle que ce qui va traverser la lentille va être réel et ce qui va rester du côté de l'objet est virtuel. Je vous rappelle que si on veut faire apparaître une image à l'aide d'une lentille, il faut que la lumière parte de l'objet, traverse la lentille, aille sur l'écran. Donc, il faut que l'écran soit du côté qui n'est pas du côté de l'objet. Donc, il faut transmettre de l'autre côté pour avoir une image qui est réelle, donc sur l'écran. Si je mets mon écran du même côté que l'objet, je bloque l'accès à la lentille. Donc, je ne peux pas avoir d'image qui est réelle par rapport à ça. Donc, pour mes rayons, c'est un petit peu le même principe. Donc, la relation parallèle axe optique qui est foyer reste la même. Donc, lentille convergente, ça converge. Donc, parallèle axe optique, on converge vers le foyer. Le rayon prolongé, et ça se trouve être celui-ci. Il y a deux foyers pour les lentilles. Hein. Il y a un foyer du côté réel puis un foyer du côté virtuel. Dans votre manuel, ils font une distinction entre le F et le F'. En réalité, il n'y a aucune raison de faire ça parce que vous la ligne la lentille, on peut l'inverser. Moi, je ne parlerai jamais de foyer réel, foyer virtuel. C'est le foyer, là, il y en a deux. Les deux sont à égale distance de chaque côté. Les deux se calculent avec la formule qu'on a donnée ici. Ça ne change absolument pas. Mais une fois qu'on connaît notre distance focale, on peut faire notre tracé. Donc, premier, je vous disais, parallèle, axe optique, prolongement. Deuxième, foyer, parallèle. Donc, s'il passe par le foyer qui est avant la lentille, il va converger. Donc là, il faut toujours se rappeler que c'est une lentille convergente, donc ça tend à nous ramener vers l'axe optique. Donc là, on se ramène, on dévie vers l'axe optique, on est ramené vers l'axe optique, donc on s'en allait, on est ramené parallèle. Et finalement, le dernier qui est le plus facile à dessiner. Et le dévié, c'est lui, hein, donc le prolongement, c'est ça ici. Et le dernier, qui n'est pas dévié, c'est celui qui passe par le sommet. On voit que du côté virtuel, donc du côté de l'objet, les rayons s'écartent, donc c'est divergent. Par contre, du côté des rayons transmis, on converge en une position qui est ici. Et dans ce cas-ci, on aura une image qui est réelle. Et inversée,
Ici, un grossissement qui serait environ, je sais pas, moins 2/3 environ. Pour les lentilles divergentes, focale négative. De la même façon, donc la lentille divergente, vous l'avez au labo, là, c'est la plus facile à faire, c'est celle-là, donc la biconcave. Donc elle est creusée comme ça. C'est un peu pour ça qu'on a mis le symbole comme ça. Quand on la dessine sur un schéma, on le fait comme ça. Donc l'écartèlement ici, là, du côté qui est plus écarté, ben, ça représente ça. Les premières lunettes de myopie étaient faites comme ça. Quelle mauvaise idée. Ensuite, on a fait comme ça, ce qui était une meilleure idée, mais pas tant. Aujourd'hui, on est rendu plutôt avec des lentilles qui ressemblent à ça. Bien meilleure idée. Donc, encore une fois, c'est une histoire de réflexion, là. Miroir concave. Qu'est-ce qui se passe avec un miroir concave? C'est un objet qui est loin. C'est ça qui se passe. Objet qui est loin, miroir concave, image réelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que devant tes lunettes, mettons, tu te promenais la nuit, là, puis il y avait un feu de circulation ou un lampadaire. Ben, le lampadaire que tu vois à travers ta lunette, mais à cause de la surface qui est courbée comme ça, qui est à l'extérieur de ta lunette, ben, ça crée un miroir. Donc, il y a toujours un rayon qui est transmis, un rayon qui est réfléchi. Ton rayon qui est réfléchi va venir converger pas mal proche de ton foyer. Ça va créer une image réelle devant tes lunettes de la lumière du lampadaire que tu vas pouvoir observer aussi à travers ta lunette. Imagine à quel point ça devait être irritant de toujours traîner des objets devant nos lunettes. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas de milieu pour nous permettre d'observer ça dans l'air, pas de problème. Mais dès qu'il y a un petit peu de brouillard, ça apparaîtrait sur ce brouillard-là. Je ne peux pas imaginer à quel point ça devait être irritant. Mais non, on ne fait plus ça. La deuxième méthode, encore une fois, qui n'était pas idéale non plus. Excusez-moi, j'arrive. Donc comme ça, ben là, on a un miroir plan devant. Un miroir plan, ben là, pour la personne qui porte les lunettes, pas trop de problème, mais pour la personne qui se voit dans les lunettes de la personne qui est en train de parler, c'est un peu fatigant. Donc c'est un miroir plan. Donc on se voit très bien dans un miroir plan. Donc on ne les fait plus comme ça non plus. Donc là, on a réussi à trouver des milieux qui sont assez réfractants pour pouvoir créer une courbure extérieure. Donc qui vont créer un miroir divergent, un miroir convexe, qui permet de ne pas avoir d'image réelle pour quelqu'un qui s'observe devant ou une image qui est plutôt diffuse, donc qui attire pas beaucoup notre attention. Donc on fait nos lunettes maintenant comme ça avec la troisième méthode, ainsi nous vers le contact. Donc voilà, écoutez, les méthodes, c'est un peu la même. Donc une lentille qui est divergente. Donc cette fois-ci, un objet réel va souvent nous donner une image qui va être virtuelle, donc comme nos lentilles divergentes de correction de myopie. Donc un rayon incident, lui, a divergé vers le foyer. Un rayon qui s'en allait vers le foyer, donc là, il faut l'inverser, hein. Celui qui était parallèle à l'axe optique, là, on diverge, fait qu'on l'enligne pas sur le foyer qui est de l'autre côté comme on a fait pour la lentille convergente. Convergente, on l'enlignerait sur le foyer de l'autre côté. Mais divergent, on diverge du foyer qui est ce côté-là. De ce côté-là, ben là, on a un rayon incident qui va diverger. Donc, on s'en va vers le foyer, on diverge parallèle au foyer. Donc là, j'ai oublié mes sens de propagation, je vais les ajouter. On n'oublie pas le prolongement de notre rayon qui a été dévié. Donc, le rayon dévié, c'est lui en rouge, c'est lui en vert. Donc, on prolonge ça. Et finalement, le dernier qui passe par le sommet, lui, il n'est pas dévié. Toujours la même chose, donc lui, c'est plus facile. Et on voit bien que les trois nous convergent ici à un endroit où notre image est rapetissée et virtuelle. Donc, ici, je devrais avoir un grandissement M qui est positif, mais encore une fois, qui est plus petit que 1, donc entre 0 et 1. Maintenant, si on a un système qui a deux lentilles ou n'importe quel système optique de deux systèmes optiques, donc on va avoir deux miroirs, deux lentilles, un miroir, une lentille, un dioptre, une lentille, etc. Donc on peut tout faire ça. L'important, c'est de le faire en deux étapes. Premièrement, on ignore complètement notre deuxième système optique. Donc il faut regarder c'est quoi la première lentille, le premier miroir qui est frappé par nos rayons. Donc celui qui est le plus proche, dans le fond, de notre objet. On ignore le deuxième, on fait comme s'il n'était pas là, on calcule c'est quoi la position de notre première image.
cette image-là devient l'objet pour mon deuxième système optique. À ce moment-là, j'ignore mon premier système optique. Ce que j'ai trouvé comme image de mon premier système devient l'objet. Et là, je traite ça comme étant juste mon deuxième système optique avec cet objet-là. S'il est placé derrière mon système, ben là, il faut que je tienne compte que c'est un objet qui est virtuel. S'il est devant, il est réel. Et ça influence si mon deuxième P serait positif ou négatif. Le grandissement total, ben, ça va être le produit des deux. Donc M1 fois M2. Puis ça, je vous l'ai dit pour l'objet virtuel, si l'image 1 se place derrière la deuxième lentille. Donc, c'est exactement l'exemple qu'on a fait au laboratoire. J'espère que c'était clair. J'ai fait un petit exemple ici. Donc, j'ai encore une fois un insecte. Là, vous allez dire que j'ai une fixation, là, c'est le printemps. Un insecte se trouve à 20 cm d'une lentille où le rayon de courbure des deux côtés de la lentille est égal. Le grandissement est de moins 0,25 et l'indice de réfraction de la lentille est de 1,65. Quel type d'image, sa position et est-ce qu'elle est inversée et quel est le rayon de courbure des deux côtés de ma lentille? Donc, premièrement, si j'ai un rayon de courbure qui est égal de chaque côté, qu'est-ce que j'ai comme lentille possible? Ben, j'ai possibilité d'avoir une lentille symétrique biconvexe. J'ai possibilité d'avoir une lentille symétrique biconcave. Et j'ai possibilité d'avoir une lentille qui va avoir le même rayon de courbure d'un côté comme de l'autre. Bon, on va éliminer tout de suite celui-là. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est pas une lentille. C'est une lentille, mais ça ne crée pas de transformation au niveau des images. Ça, c'est l'équivalent de vos lunettes soleil. Là. Si vous n'avez pas de force dedans, là, il y a autant de courbure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, souvent, c'est une lunette qu'on appelle sans force. Là. Ces lunettes-là ne vont pas créer de force. Donc, si le rayon interne et le rayon externe est égal, ben, si tu calcules ta focale là, avec ta formule des opticiens là, ici, ben, si le R1 va être égal à moins R2, ben, les deux vont s'annuler. En fait, si R1 est égal à R2, les deux vont complètement s'annuler. Les deux sont du même côté. Dans mon exemple, là, les deux étaient du côté de l'objet, donc les deux seraient négatifs. À ce moment-là, ici, on va avoir quelque chose qui va valoir 1 sur 0, 1 sur 0, donc l'infini sur l'infini, l'infini moins l'infini. Ça ne se calcule pas. Donc, on a une focale dans ce cas-là qui est de 0. Ce n'est pas une lentille qui va donner de la force. Donc, jamais ça va donner quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on a quelque chose qui est comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir, ben, c'est est-ce qu'on a une focale qui est plus grande que 0, donc une lentille convergente, ou une focale qui est plus petite que 0, une lentille divergente. Donc ça, on va être obligé de se poser quelques questions par rapport à ça. Donc, premièrement, c'est pas la première question que je vous pose. Donc, est-ce qu'on a une image réelle ou virtuelle? C'est quoi sa position? Est-ce qu'elle est inversée? On va regarder. Donc, première chose, c'est un insecte qui est à 20 cm d'une lentille. Donc, on sait qu'on va avoir un P qui va être plus grand que 0, qui va être égal à 20 cm. Les rayons, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait que les rayons vont être égaux. Et le grandissement est de moins 0,25. Donc, on sait que M est égal à moins 0,25. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une image qui va être inversée. Puis, on nous donne aussi l'indice de réfraction de la lentille, donc qui est de 1,65, qui va nous permettre de trouver justement le rayon de courbure tout à l'heure. Donc, on va commencer par la première question. Donc, si on nous dit que M est égal à moins Q sur P, puis on connaît M, bien, on peut dire que l'image est égale à moins MP. Mais la même formule qu'on a démontrée tout à l'heure. Si on a dit que M est égal à moins 0,25, bien, on peut dire que Q va être égal à moins fois moins 0,25 fois P. Donc, Q est égal à 0,25 fois P. Puis, on a dit que P est égal à 20 cm. Donc, 0,25 fois 20, bien, c'est égal à 5 cm. Déjà là, il y a pas mal de choses que je peux dire sur l'image. Ben, si je sais que Q, donc là, ça c'est Q, là. Je sais que Q est positif. Donc, première chose, je peux dire que l'image, elle est réelle. Deuxième chose, quel type d'image? Ben, c'est ça, elle est réelle. Position, sa position, ben, j'ai trouvé sa position. Donc, elle est 5 cm l'autre côté de la lentille. Donc, je connais sa position juste en faisant ça. Et est-ce qu'elle est inversée? Ben oui, elle est inversée parce qu'elle a un grandissement qui est négatif.
Donc, je sais que j'avais un RC qui est à 20 cm. Son image apparaît 5 cm de l'autre côté de la lentille. Il est inversé. Et c'est ça, donc 5 cm là, qui est réel. Donc voilà. J'ai tout écrit ça ici. Maintenant, pour B, j'aimerais avoir quel est le rayon de courbure. Donc, la formule que j'ai donnée pour la formule d'opticien, c'est avec la distance focale. Donc, première chose que je vais faire, je vais calculer ma distance focale. Donc, je connais pas mal tout ce que j'ai là-dedans. Je l'ai fait avec la valeur de Q ici, mais j'aurais pu prendre directement mes valeurs de 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Dans les deux cas, ça donne exactement la même chose. Donc, on arrive à 4 cm. Donc, première chose, je sais que j'ai une lentille convergente. Donc, finalement, ça ne tient plus la route. J'ai un F qui est plus grand que 0. Comme j'ai un F qui est plus grand que 0, qui vaut 4 cm, ben, je sais que c'est ma lentille qui est convergente, qui est bonne. Et ensuite, ben, je vais plugger ça dans ma formule. Donc, 1 sur F va être égal à N-1 fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc là, comme j'ai dit que j'avais une lentille qui était comme ça, juste faire attention aux rayons de courbure. Donc là, j'ai dit que les deux rayons de courbure étaient égales. Là, il faut que je me place une position hypothétique de l'objet, juste pour bien évaluer quels vont être les signes de mes rayons de courbure. Donc ça va être mon R1. Donc mon premier ici, cette interface-là, ça va être mon R1, puis lui, il va être mon R2. Donc, pour faire ça, je regarde les signes. Donc lui, le cercle qui serait créé, là, c'est comme ça. Donc mon centre de courbure, c'est à quelque part ici. C'est pour ma première partie. Est-ce que mon centre de courbure est du même côté de cette interface-là que l'objet? Ben, la réponse à ça est non. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon R1 est plus grand que 0. Donc, R1 est plus grand que 0. Donc, je vais dire que R1 va être égal à R. Tandis que mon R2, c'est celui de cette interface-là. Donc, si je poursuis mon cercle, ça serait quelque chose qui serait, disons, comme ça. Donc, mon centre de courbure serait, disons, ici C2. Est-ce que mon centre de courbure C2 est du même côté que l'objet? Oui. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R2 est plus petit que 0. Donc, je vais dire que R2 va être égal à moins R, parce que les deux valent la même chose en valeur absolue. C'était dans l'énoncé du problème. Donc, je vais remplacer dans mon équation ici R1 par R et R2 par moins R. Ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait moins fois moins, donc il donne le plus. J'ai additionné ma fraction, donc 2 sur R. Voilà, j'ai isolé mon F, pas mon F, mais mon R, parce que c'est ce que je cherche. Ma focale, je l'avais calculé tout à l'heure, donc j'arrive avec un rayon de courbure de 5,2 cm. Jamais cette valeur-là devrait donner un négatif, à moins que ce soit vraiment un rayon de courbure qu'on cherche. Mais sinon, si on l'a fixé de cette façon-là, là, on a donné les signes déjà, donc on ne pourrait pas avoir de valeur négative. Je ne devrais pas dire que ça ne donne jamais de valeur négative, c'est juste qu'à cause du raisonnement que j'ai donné ici, là, les signes négatifs, j'en ai déjà tenu compte. Là, fait qu'on ne devrait pas redevoir tenir compte d'un deuxième signe négatif. Là. Donc voilà. Un autre petit problème. Un objet réel est placé devant deux lentilles. L'objet est à une distance de 6 cm de lentille 1 et la lentille 2 est à 10 cm derrière la lentille 1. Je donne la focale de la première lentille qui est de plus 24 cm et F2 est de 9,0 cm. Donc, je demande de déterminer où est l'image finale, donc l'image créée par les deux lentilles. Est-ce que cette image-là, elle est réelle ou virtuelle? Quelle est sa position? Est-ce qu'elle est inversée? Et quel est son grandissement? Donc, all dress. Donc, j'ai fait un petit dessin, là, juste pour qu'on ait un petit schéma de départ pour s'orienter un peu. Donc, il est placé à une distance de 6 cm de la première lentille. Donc, ça, c'est mon 6 cm. Les deux distances sont à 10 cm. Et voilà. Donc, je vais en déterminer quelle est la position de l'image finale. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, l'important quand on a un système de lentilles comme ça, c'est toujours de prendre la première lentille en ignorant la seconde et ensuite de prendre la seconde en ignorant la première. Et l'image de la première devient l'objet pour la seconde. Donc, il ne faut juste pas se mêler par rapport au P et au Q. Le Q de la première lentille ne sera jamais le P de la deuxième lentille. C'est le même endroit dans l'espace, mais ces deux chiffres-là ne valent pas la même chose.
Donc, il faut juste faire attention. Là. Donc, si on fait pour la première lentille, ben, on a un P qui est égal à 6 cm, un objet réel. Donc, P est égal à plus 6 cm. Le Q1, c'est ce que je cherche, donc la première lentille, et F1 qui vaut 24 cm. Donc, je remplace là-dedans. J'arrive avec Q1 qui est égal à moins 8 cm. Ça veut dire quoi, moins 8? Ben, moins 8, ça veut dire que l'image se trouve du même côté de la lentille. Donc, l'image n'a pas été créée de l'autre côté pour créer une image réelle. L'image est ici. Donc, à moins 8 cm, on est à 6 cm. Donc, l'image se trouve, disons, ici. Donc, I1 va être ici, qui est virtuel. Donc, avec moins 8 cm comme ça. Maintenant, c'est très important de savoir interpréter ce signe-là pour avoir la position. Si on avait eu un plus ici, ça veut dire que l'image était réelle, était de l'autre côté de la lentille convergente. Donc, je rappelle que pour une lentille, il faut traverser la lentille pour avoir une image qui est réelle, tandis que si on reste du même côté de la lentille, on a une image qui est virtuelle. Donc, finalement, là, on aurait comme un effet de loupe. Comme je vous disais tout à l'heure, en lentille convergente, on peut avoir des images qui sont réelles ou virtuelles. Dans ce cas-ci, on a une image qui est virtuelle, même si tous les exemples avant, on avait une image qui était réelle. Comme l'image est virtuelle, elle est du même côté que l'objet qu'on appelait l'objet 1 qu'on avait tout à l'heure. Donc, Q1 est égal à moins 8 cm, le 8 cm toujours entre la lentille et notre image 1. Donc, à ce moment-là, ça ici devient notre P2. Notre P2 est la distance entre notre image 1, donc qui devient notre objet pour la deuxième lentille, et cette lentille-là. Maintenant, est-ce que parce que cette image-là était virtuelle, notre objet est aussi virtuel? Non, ça n'a pas rapport. Qu'est-ce qui détermine si on a un objet réel ou virtuel? C'est où cette image-là apparaît. Donc, c'est quoi la limite? Pour le P2, là, si le P2 est entre là et l'infini par là, ben, on a un P2 qui va être plus grand que 0. Si le P2 est n'importe quoi de ce côté-là, ben, le P2 va être négatif. Donc, c'est la distance par rapport à la lentille 1. Si l'image 1 était apparue de l'autre côté, donc à quelque part de ce côté-là, si cette image-là avait apparu de ce côté-là, ben, c'est cette fois-là qu'il aurait fallu dire que P2 est négatif. Ce n'est pas le cas pour nous. Le P2 apparaît du bon côté de la lentille, donc du côté que les rayons vont continuer à traverser mes lentilles. Donc à ce moment-là, mon objet P2 est plus grand que 0. Donc cette fois-ci, P2 va être égal à quoi? Ben, j'ai dit 18 cm. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a 8 cm ici et il y a 10 cm entre mes deux lentilles-là. Donc 10 plus 8, 18. Et c'est positif, ce n'est pas négatif. Donc, 1 sur P2 plus 1 sur Q2 est égal à 1 sur F2. Mon F2 est égal à 9 cm. Ça donne la même chose, juste à cause que ici, c'est exactement la moitié, là, mais faut pas penser que c'est tout le temps comme ça. Voilà, j'arrive avec mon Q2. Donc, mon image finale est à quelque part ici. Donc, 18 cm. Je vais avoir mon image finale Q2. Donc, mon I2. Et est-ce que cette image-là, elle est réelle ou virtuelle? Ben, j'ai un signe positif ici. Donc, j'ai un signe positif, ça veut dire que c'est réel. Et voilà. Donc, là, on traverse les lentilles, image réelle, toujours le même principe. Sa position, je l'ai dit. Virtuelle, je l'ai dit aussi. Inversée, est-ce qu'elle est inversée? Et grandissement, ben, on va faire une pierre deux coups, on va calculer les deux. Donc, on va calculer c'est quoi nos deux grandissements. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le grandissement est donné par le produit des deux grandissements. Donc, mon grandissement est donné par moins Q sur P. Donc, j'ai dans les deux à faire. Donc, moins Q1 sur P1 fois moins Q2 sur P2, ce qui me donne mon grandissement total. Donc, dans le premier cas, j'avais un grandissement qui était positif, donc pas d'inversion. Mais par contre, dans le deuxième cas, je l'inverse. Donc, on voit que ici, là, c'est un chiffre qui donne positif, tandis qu'ici, c'est un chiffre qui donne négatif. Donc, j'avais pas d'inversion avec ma première lentille. Par contre, j'en ai une avec ma deuxième lentille. Donc, au total, j'ai une inversion. Donc, qu'est-ce que je peux dire au total? Ben, j'ai une image qui est réelle. 18 cm de l'autre côté, à droite selon mon dessin.
ou de l'autre côté de la lentille 2. Elle est 1,33 fois plus grande que l'objet. Donc c'est ça un grandissement, c'est le nombre de fois plus grande qu'elle est. Donc mon image finale est plus grande que mon objet. Par contre, comme mon grandissement est négatif, ben, je peux dire qu'elle est négative, ben, elle est inversée. Donc pas mal ça. Donc j'ai écrit ça en mots. Image réelle inversée, 1,33 fois plus grande que l'objet, située à 18 cm à droite de la lentille 2. OK. On va rentrer dans les applications maintenant. Donc, on va parler de l'œil. L'œil qui est sans aucun doute le système optique avec lequel vous avez le plus travaillé dans votre vie. Hein. Dès qu'on s'ouvre les yeux, ça va. On s'en sert. Donc, l'œil est un système optique, dans le fond, qui contient deux principaux éléments. Là, c'est sûr que c'est bien plus complexe que ça, là, mais au niveau de l'optique, là, ça se résume quand même à deux choses. Deux lentilles, donc la cornée puis le cristallin, et un écran qui se trouve être la rétine. Donc la rétine qui est l'écran qui se trouve dans le fond de notre œil, qui est constitué des cônes, des bâtonnets, etc. On ne rentrera pas là-dedans, nous, cette session-ci. Je pense que vous en faites un petit peu en bio. Nous, c'est plus ou moins notre domaine. Nous, on va regarder comment est-ce qu'on va faire que les rayons se convergent bien sur notre rétine. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça le but de notre œil, c'est que les rayons vont bien converger sur ma rétine. Si les rayons convergent sur la rétine, ben, l'image, elle est nette. Donc, je vois clairement. Si mon œil n'est pas capable de faire converger les rayons parfaitement sur ma rétine, c'est là que je vois flou. On a tous des limites, autant au niveau de la vision de près que de la vision de loin. Il y en a qui ont des meilleurs yeux que d'autres. Puis il y en a qui voient tout croche tout le temps. Donc, on a trouvé des systèmes pour modifier nos imperfections. Donc, c'est vraiment les handicaps de notre œil qui se corrigent assez bien. Premièrement, les lentilles qui sont en jeu, il y en a deux. Il y a le cristallin et la cornée. La cornée qui est vraiment la partie transparente devant notre œil, là, qui est directement là. Cette lentille-là est une lentille qui est fixe, donc qui ne bouge pas vraiment avec le temps. On a sensiblement la même cornée à notre naissance qu'à notre mort. Oui, ça peut changer un petit peu, là, mais c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup. Là. Donc, c'est une lentille qui est très fixe, qui est une lentille qui est convergente, mais qui fait juste, dans le fond, aider à venir converger. Parce qu'au bout de la ligne, les rayons, ils vont venir de l'extérieur de notre œil, puis on veut les faire converger vers la rétine. Fait que ça nous prend toujours une lentille qui est convergente. La cornée va nous donner comme une base, si on veut, de convergence. Le cristallin, lui, qui est une lentille qui est variable, donc qui est une lentille qui est associée à un muscle, qu'on peut converger davantage, donc la rendre plus bombée ou la rendre plus plate. Quand notre œil force, c'est dans le fond quand on lit de près. On a beaucoup plus de fatigue visuelle quand on essaie de lire que quand on regarde un film. Là. Tu vas écouter un film de 3 heures, là, puis tu vas avoir mal au dos, là, mais tu vas pas me dire j'ai mal aux yeux. Là. Lis pendant 3-4 heures, puis après ça, tu vas dire je commence à avoir les yeux fatigués. C'est parce qu'on fait travailler notre œil beaucoup plus fort quand on lit de proche. C'est là que notre cristallin travaille le plus fort. On va regarder ça en quelques minutes. On a toujours une zone de vision nette. La zone de vision nette se situe entre deux points qui sont malheureusement identifiés en latin, c'est-à-dire le PP et le PR pour le punctum remotum pour le point le plus loin et le punctum proximum pour le point le plus proche. Écoutez, les gens qui ont des yeux hémétropes, c'est-à-dire des yeux entre guillemets parfaits, c'est pas vraiment des yeux parfaits, mais des yeux sans défaut, vont avoir des PR qui vont se situer à l'infini. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de myopie finalement, puis pas d'hypermétropie, pas d'astigmatisme. Ces gens-là n'ont pas besoin de mettre de lunettes pour voir de loin. C'est quand même pas si rare, là, mais c'est pas la majorité de la population qui a un PR à l'infini. La plupart des gens ont un PR qui va se situer à une certaine distance, puis au-delà de là, ben, on a besoin de lunettes pour voir clairement. Le PP, c'est un petit peu la même chose. Là, on a tous un PP. Il n'y a personne qui a un PP, entre guillemets, parfait. Là. Il n'y a pas de distance zéro possible. On a tous un moment où on commence à voir flou quand on regarde de proche. Donc, prends-toi une feuille de papier avec une certaine écriture, puis approche-la de ton œil.
Tu vas voir qu'à une certaine distance de ton œil, tu n'es plus capable de faire le focus, ça reste flou. La distance ultime où tu es capable de faire le focus, c'est ça ton PP. Donc, qu'on représenterait par le DPP, donc la distance entre ton PP et ton œil, et le DPR, qui est la distance entre ton point le plus loin et ton œil. Tout ce qui se trouve entre les deux, donc cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone de vision nette. C'est ce que tu es capable de voir clairement sans lunettes. Malheureusement, il y a des gens que ça n'existe même pas, cette zone-là, là, tellement ils ont des défauts de vision. Mais ça se corrige tout avec des lentilles, donc il n'y a pas de gêne à avoir tout ça. C'est justement souvent dû à notre génétique, là. C'est sûr qu'on peut fatiguer notre œil un petit peu plus rapidement. Et le PP, à mesure que vous allez vieillir, ben lui va s'éloigner tranquillement. La caricature du vieux qui dit qu'il n'a pas besoin de lunettes de lecture, mais qui est rendu à lire son journal comme ça, là, c'est réel. Donc, à mesure que notre œil vieillit, ben, c'est justement le cristallin, je vous disais, qui doit travailler davantage pour faire converger les rayons qui sont plus près. Lui va se fatiguer, donc il est capable de moins en moins d'être convergent. Donc, le PP, à ce moment-là, va s'éloigner. Et on va se mettre une lentille convergente supplémentaire pour nous aider à corriger ça, pour ramener notre PP à une distance de 25 cm. Donc, le 25 cm, une distance à retenir. On y revient quand on va corriger ces défauts-là. Donc, je définis les petits trucs que je viens de dire. Donc, PP, point maximum, le point le plus proche. PR, le plus loin. Puis l'œil hémétrope, ben, c'est l'œil sans défaut, celui qui a un DPR qui tend vers l'infini. Comme je vous disais, si on se trouve au PP, donc c'est là que notre cristallin est bombé au maximum. Donc, c'est là qu'on a une accumulation maximale. C'est là que notre œil travaille le plus fort. Donc, c'est là qu'il y a plus de fatigue au niveau de nos yeux. Donc, il faut vraiment que notre œil se converge. On ne sent pas cette fatigue-là, mais c'est juste qu'à un moment donné, on commence à avoir mal à la tête, puis on se demande pourquoi. C'est ça qui va se passer. Fait qu'imagine si en plus tu conserves tes lunettes de myopie, ben là, tu diverges tes rayons encore plus. Fait que tu demandes à ton cristallin de converger encore plus. Tu vas encore une fois augmenter la fatigue de ton cristallin. C'est sûr que c'est une myopie super importante, puis c'est pas possible de lire pour toi sans lunettes. Ben, t'as pas le choix, là. Mais si tu es capable de retirer tes verres de contact ou tes lunettes pour des périodes de lecture qui sont longues, ça peut être vraiment bénéfique à long terme. Tandis que quand on se trouve avec un PR à l'infini, donc des rayons qui sont pareils à l'axe optique, donc à ce moment-là, ben, on voit que le changement de direction est moins important parce que dans le fond, le rayon, il faut qu'il converge au même endroit, c'est-à-dire à ta rétine, tandis que lui, tu as tout ça d'angle à changer. L'angle ici là, est quand même assez important, tandis que j'ai prolongé ici, ben, l'angle ici de déviation est beaucoup moins important. Donc la lentille est beaucoup moins forte ici. La puissance d'une lentille est toujours donnée par les dioptries, donc qui est égale à 1 sur F. Les prescriptions que vous avez dans vos yeux, c'est calculé comme ça. Donc, il faut absolument calculer ça en mètres, par contre. Donc, les focales sont en mètres. Et si on fait l'inverse de la focale, ça nous donne des dioptries. Donc, finalement, si tu as une puissance de, je sais pas, tu as une prescription de moins 0.5, tu as une très faible myopie, mais en réalité, tu es capable de voir à peu près jusqu'à 2 mètres sans avoir le moindre effet flou, là. Évidemment, on calcule zéro ça comme ça. Là. Les optométristes, ils font zéro ça. Ils vont vous mettre toutes les lentilles possibles devant vos yeux, puis ils vont vous demander où est-ce que tu vois le mieux. T'sais. Le but, c'est pas nécessairement de combler les besoins du physicien, mais bien de répondre aux besoins de vos yeux. Mais après ça, si tu veux le tester, ça correspond quand même assez bien. Donc, la puissance d'une lentille qu'on calcule en dioptrie, c'est des mètres moins 1. Donc, finalement, notre formule 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F, mais on peut dire 1 sur P plus 1 sur Q est égal à P. Faites attention, P minuscule pour la distance objet, P majuscule pour la puissance de la lentille. La puissance d'accumulation maximale, ben, ça se trouve à être à notre PP. Donc, notre objet, il faut qu'il se trouve à notre DPP. Notre image va toujours se trouver sur notre lentille, donc à la distance L. Donc, j'ai supposé que la longueur de mon œil, c'est L. Au bout de la ligne, vous allez voir, ça n'a pas d'importance parce qu'on les soustrait, parce que ce qu'on veut, c'est la puissance d'accommodation. Donc, la puissance d'accommodation, dans le fond, c'est un petit peu l'étendue du cristallin, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Plus j'ai un œil qui est jeune, en général, plus mon cristallin va être capable de faire de l'accommodation qui va être
grande. On commence à faire de la presbytie quand on n'est plus capable de voir en deçà de 25 cm ou que notre puissance d'accommodation dépasse le 4. En fait, dépasse dans le sens en bas de 4. Si on est en bas de ça, ben, on se trouve à être en situation que notre cristallin n'est plus assez fort, donc capable de se relâcher, voire à l'infini. En général, si tu fais pas de myopie à 30 ans, tu n'en feras jamais de ta vie. Là. Mais la presbytie, ça va te rattraper. Donc, faut pas trop se péter les bretelles. Là, on a des bons yeux, on n'aura jamais besoin de lunettes. Et on va tous avoir besoin de lunettes un jour. Je commence à le sentir, moi aussi. Là, pas encore besoin, mais je sens que c'est plus comme avant. Là. Surtout au niveau des transitions, là, si je regarde quelque chose de loin puis je regarde quelque chose de proche après, ben c'est moins rapide le focus. Donc, je le vois bien encore, mais je sens que d'ici quelques années, là, ça va être inévitable. Maintenant, la myopie. Donc, la myopie, c'est un œil qui est trop long ou une accommodation trop grande du cristallin. Donc, c'est un œil qui est trop convergent en réalité, qui nous donne une mauvaise vision de loin. Donc, on observe un objet qui est à l'infini, donc un objet qui est très loin. Mon PR est là, donc j'ai dépassé mon PR. Donc, j'ai un objet qui est à l'infini, qui vient de très très loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon mon œil est trop convergent. Donc, l'image se produit ici. Donc, mon image réelle, elle est produite ici. Et ça, je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est que mon image réelle se produise au cristallin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais écarter ces rayons-là à l'aide d'une lentille qui va les écarter. Donc, écarter des rayons, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faire diverger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me placer une lentille divergente devant mon œil. Et cette lentille divergente-là, son rôle, ça va être de me créer une image virtuelle à un endroit que je suis capable de la voir. Donc, si vous regardez mon dessin, ce que vous voyez. Donc, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe après. Là. C'est clair que ce qu'on veut, c'est que mon image réelle se situe sur ma cornée. Mais comment ça, c'est possible? C'est que ma lentille divergente, qui est la lentille qui est ici, donc la lentille divergente que j'ai mis là, ce qui est important, c'est que ma lentille va créer une image virtuelle à mon PR. Donc, les rayons qui sont déviés ici, là, ce petit bout de rayon-là, il faut absolument que quand je le prolonge, il se prolonge jusque sur mon PR. Pour que, dans le fond, cette lentille-là crée une image à l'endroit que je suis capable de la voir. Donc, dans le fond, ma lunette de myopie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait croire à mon œil que l'objet, en réalité, qui est à l'infini, que je ne suis pas capable de voir, non, oublie ça, il n'est pas à l'infini, là. Il est à ton PR. Ton PR, tu es capable de voir ça, c'est ta limite, mais tu es capable de voir nettement des objets au PR. Donc, qu'est-ce que ta lentille a fait? Ben, elle dit, regarde dedans. Et là, je te fais à croire que cet objet-là n'est pas vraiment à l'infini, mais je crée une image virtuelle à ton PR. Donc ça, c'est vraiment la clé du succès pour après ça corriger vos défauts de la vue. La petite phrase qui est ici. La lunette ou la lentille crée une image virtuelle de l'objet situé à l'infini au PR. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer notre prescription. En prenant un objet qui est à l'infini, une image virtuelle au PR, et après ça, ça me donne la puissance de ma lentille. C'est tout ce que tu as besoin de te rappeler pour la myopie. On va tester ça. Donc là, essayez de le faire juste avec ce que j'ai dit avant de lire ma solution, parce qu'au bout de la solution, il y a 2 lignes. Puis un petit peu comme je vous disais en début de chapitre, c'est super cruel là, pour moi corriger ces trucs-là. Là. Vous allez voir, là, il y a une ligne, la solution. Dès qu'il y a une erreur de signe, dès qu'il y a une erreur d'un chiffre quelque part là-dedans, je suis désolé, mais j'ai pas le choix de te mettre 0. J'ai pas vraiment de latitude. Sois prudent, il faut que ça soit fait parfait. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune ambiguïté possible. Donc, un myope a un PR situé à 2 mètres de son œil, qui doit être sa prescription. Ben, on va dire 1 sur P plus 1 sur Q est égal à sa prescription. Qu'est-ce qu'on a dit? On veut que l'objet soit à l'infini et l'image virtuelle soit au PR. Donc, ça veut dire quoi?
ben, l'image est virtuelle. Ça veut dire que Q doit être négatif et mon objet P est à l'infini. Donc, P est égal à l'infini. Donc, c'est tout. 1 sur P plus 1 sur Q est égal à ma puissance. Donc, 1 sur l'infini plus 1 sur moins 2 mètres. Donc, là, il faut faire attention. Il faut tout mettre en mètres. J'ai avec une prescription qui est négative, donc moins 0,0500 dioptries. Donc, les unités, ce sont des dioptries D majuscules. Je vais regarder à l'examen si tu mets dioptrie. Si tu mets mètre moins 1, tu vas perdre des points. Les prescriptions de lunettes, il faut toujours donner ça en dioptrie. Donc, très important que tu mettes ça comme ça. C'est tout. Fait que, tu vois, hein, c'est ça ta ligne que tu as à faire, là. J'ai plus ou moins de latitude, comme je te dis, au niveau de la correction. Donc, assure-toi que tout soit parfait. Si c'est pas clair, pose-moi des questions. Mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Où se trouve son PP avec lunettes? Il est situé à 20 cm sans lunettes. Est-ce que tu penses que mettre des lunettes de vision de loin va aider à voir mieux ou moins bien de proche? Ben, comme c'est quelque chose qui est divergent, ça va nuire. Donc, on devrait avoir un DPP qui devrait être plus loin. Donc, on va vérifier ça. Rappelez-vous que les lunettes, ça crée des images qui sont virtuelles, à l'exception un petit peu qu'on va voir tout à l'heure de l'hypermétrope, qui est quelque chose d'hyper étrange quand on fait les calculs. Mais sinon, qu'est-ce qu'on dit? Ben, il est où le PP? Ben, je veux savoir où je suis capable de placer un objet pour être capable de le voir à mon PP réel. Donc, mon PP réel, il est où? Il est à 20 cm. Donc, où est-ce que je peux placer l'objet pour que ça me crée une image virtuelle à mon PP? La lentille crée une image virtuelle. Donc, toujours le P, le Q ici, il faut faire attention de toujours le mettre négatif. Donc, P, c'est ce que je cherche. Q, ben, ça va être à mon PP, mais négatif parce que c'est virtuel. P ici, ben, c'est la prescription de ma lentille que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme inconnu? C'est mon petit P. Donc, 1 sur P plus 1 sur moins 0,200. Mètre est égal à moins 0,500 dioptries. Donc, ma distance objet, donc c'est un objet qui doit être bien réel, est égal à 22,2 cm. Donc, j'ai perdu 2 cm de capacité de lecture, ce qui n'est pas dramatique. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a des très bons yeux encore. C'est pas une grosse myopie, puis voit très bien de proche. Donc, peut-être quelqu'un se reconnaît dans un de mes groupes. C'est quand même une petite myopie de quelqu'un de jeune. L'hypermétropie. Ça, c'est un défaut de la vision qui est quand même assez étrange à corriger. Au niveau de l'œil lui-même, c'est juste l'inverse de la myopie. C'est un œil qui est trop court ou pas assez convergent. Par contre, les conséquences sont plus grandes. Pourquoi? Parce que le fait que l'œil n'est pas assez convergent, ben, ça nous permet de ni voir bien de loin et ni voir bien de proche. Donc, on a une mauvaise vision en général un peu tout le temps. Ce qui fait que c'est un défaut de la vision qui est en général détecté beaucoup plus jeune. Quand vous voyez des enfants très jeunes avec des lunettes, en général, c'est des hypermétropes. Ça ne veut pas dire, là, c'est pas 100% sûr, mais un enfant qui voit mal de loin, là, il va s'asseoir plus proche de la télé, puis on va commencer à le détecter quand il va commencer à lire au tableau au primaire ou début de secondaire. Il est rendu dans le fond de la classe, puis il y a un prof qui écrit trop petit, il voit pas bien. Ben, c'est là qu'on s'en rend compte. Tandis qu'un jeune enfant, ben, lui, il lit des livres. Il regarde des livres, puis on lui demande il est où le papillon. Il n'est pas capable de voir il est où le papillon. Ben, défaut de vision, on s'en rend compte assez vite. Tandis que quand tu es très jeune, puis tu t'assois proche de la télé, c'est quand même pas si surprenant. Donc, on s'en rend compte beaucoup plus jeune. Mais pour corriger ça, c'est quand même assez différent. Donc, l'idée, c'est que, comme je vous disais, l'œil n'est pas assez convergent. Donc, si on se trouve à l'infini, l'image réelle se trouve derrière l'œil. Donc, l'œil est trop court ou pas assez convergent. Tandis que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une lentille convergente pour, justement, ramener notre image derrière notre œil. Donc, c'est ça qui est hyper étrange pour un hypermétrope, c'est que le PR est derrière son œil. Donc, on a un objet virtuel pour créer une image réelle sur ma lentille. C'est ça qui est un petit peu plus complexe à
calculer. OK, donc ça va être bien important quand on calcule ça de garder en tête que c'est le seul cas que ça va faire ça, mais on veut que la lentille crée une image qui est réelle au PR et le PR est derrière l'œil. Donc l'hypermétropie, c'est le seul qui est comme ça, il est assez unique, mais il faut faire attention. Donc une hypermétrope des verres de 0.2 dioptrie, son PP se situe à 20 cm. Donc moi je trouve ça toujours difficile à traiter, l'hypermétropie. Comment tu peux avoir un PP si ton PR, l'endroit le plus loin que tu es capable de voir, est derrière ton œil? Tu es capable de voir proche, mais pas plus loin. Le plus loin que tu peux voir, c'est derrière. Je trouve ça hyper confus. C'est quand même comme ça qu'on le traite. J'aimerais ça vous dire d'autres choses de plus intelligentes, mais j'ai rien pour vous. J'aime ça à chaque fois que je rencontre un hypermétrope, d'essayer d'y en parler, puis de savoir comment ça se passe pour cette personne-là, c'est quoi son champ de vision net. Puis je vous dirais que je me fais raconter des choses complètement différentes par presque tout le monde. Il y en a qui me disent oh non, moi je vois à peu près tout sans mes lunettes, je vois juste un petit peu mieux avec mes lunettes. Okay, fait que tu es capable de lire, de voir de loin. Oh, ouais, je peux même conduire sans lunettes. OK, fait que tu vois tout. Puis d'autres me disent je vois rien complètement depuis toujours. D'autres me disent que non, pas de misère à lire, mais d'autres me disent j'ai bien de la misère à lire, mais de loin ça. Fait que j'ai vu toutes sortes de choses complètement différentes. Fait que, écoutez, c'est quand même quelque chose de confus pour moi. J'aimerais ça vous dire quelque chose de plus intelligent, mais je n'ai rien pour vous, donc on va le calculer comme ça. Ça fonctionne super bien au niveau des calculs, donc appliquez-le directement comme ça et vous ne devriez pas avoir vraiment d'enjeu. Donc, hypermétrope a des prescriptions de 2 dioptries, puis son PP est à 20 cm. Où est son PR? Donc, ce qu'on va dire, c'est que la lentille prend un objet à l'infini et son rôle, c'est de créer une image réelle à son PR. Donc, on va essayer de trouver son PR qui devrait être réel. Donc, il devrait être une image réelle derrière son œil. Donc, on va prendre le P comme étant l'infini, Q étant ce qu'on cherche, et P, grand P, sa prescription. C'est ce qu'on va faire. Ce qui m'arrive à Q qui est égal à 0,500 mètres. Donc, le rôle de sa lentille, c'est de prendre un objet qui est à l'infini et de créer une image réelle à son PR. Donc, son PR est derrière son œil ou derrière sa lentille. On va supposer que l'œil et la lentille sont en même place. Donc, 50 cm derrière l'œil. Quelle est la distance minimale où il peut voir avec ses verres? Donc là, c'est sûr que des lentilles convergentes, ça va aider un PP. Donc là, on va regarder c'est quoi l'image virtuelle créée par En fait, où je peux placer mon objet réel pour que je crée une image virtuelle à 20 cm à mon PP. Donc lui, je vais le traiter normalement. C'est vraiment juste pour la vision de loin que je le traite de façon réelle. C'est hyper étrange, je sais, mais c'est comme ça. Donc lui, on le traite de la même façon que les autres. Donc, je veux savoir c'est quoi petit p pour avoir une image virtuelle, donc Q à moins 20 cm, donc moins 0,200 mètres. Et ma prescription de lentille reste la même. Donc, c'est ce que je plug dans ma formule. Donc, j'arrive à une distance P qui est égale à 0,143 mètres. Donc, mon objet réel, je peux le placer jusqu'à 14,3 cm de son œil. Donc, voilà. La presbytie. Donc, la presbytie, celle-là, c'est causé par le vieillissement du cristallin. Donc, c'est inévitable pour tout le monde. Je connais personne qui est né avec de la presbytie. C'est plus de l'hypermétropie très jeune, mais en vieillissant, la presbytie finit par embarquer et probablement que tous vos parents, à part quelques-uns qui sont encore dans le déni, portent des lunettes de lecture. Il n'y a pas de gêne à avoir à ça. Oui, c'est un problème de vieux, là, mais qu'est-ce que tu veux? On vieillit tous et vous vieillissez aussi et vous aurez besoin de lunettes un jour aussi. Donc, deux façons de savoir qu'on est presbyte. C'est que ton DPP est rendu plus grand que 25 cm. Donc, la distance qu'il y a de voir net, c'est rendu plus grand que 25 cm. Si c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de corriger en te mettant des lunettes pour ramener ton PP à 25 cm. Donc, puis en général, ta puissance d'accommodation va être rendue inférieure à 4 à ce moment-là, 4 dioptries.
Donc, les conséquences de ça, c'est une mauvaise vision de proche. Et ce n'est pas un défaut génétique comme les deux autres. Là. C'est pas ton œil qui est trop grand, trop petit, trop ça, trop tout. Il est juste trop vieux. Donc, c'est un muscle qui est rendu usé par le temps. Donc, on n'est plus capable de contracter le cristallin autant. Et puis, ça va justement... Il est rendu fatigué. Là. Il a besoin d'aide. Donc, on lui met une petite béquille qui est des lunettes convergentes. Donc, la lentille convergente, son rôle, ça va être de ramener le PP qui n'est pas à 25 cm, mais qu'on soit capable de lire des objets qui sont situés à 25 cm. Donc, le 25 cm, c'est vraiment là, un chiffre à retenir quand on veut corriger la myopie. On veut être capable d'observer des objets réels à 25 cm et que cette lentille-là crée une image virtuelle à notre PP. Et à ce moment-là, on va converger de façon nette à notre lentille, à notre écran qui est notre rétine. Donc voilà. Personne a un œil hémétrope avec un PP de 40 cm. Donc un œil hémétrope, c'est un œil sans défaut. Ça ne veut pas dire que c'est un œil qui est jeune. On peut avoir un œil hémétrope, c'est-à-dire pas d'hypermétropie, pas de myopie, mais on peut être presbyte aussi parce que on va vieillir, même si on a un œil qui n'a pas de défaut. Il va vieillir un jour, donc il va éventuellement avoir un PP qui va reculer. Donc là, on est rendu avec un PP de 40 cm. Donc oui, ça, c'est moche. Il faut ramener ça à 25 cm. Donc c'est quoi la puissance d'accommodation de son œil? C'est quoi sa prescription? Quel est son domaine de vision nette avec ses lunettes? Bon, la puissance d'accommodation, en réalité, c'est pas une donnée qui est vraiment hyper utile. Ni pour calculer des prescriptions de lunettes et pour faire plein d'autres choses. Ça, je vous mets en garde. Là. Il y a toujours du monde à l'examen qui me calcule des prescriptions de lunettes à l'aide de la puissance d'accommodation. C'est tout le temps mauvais. Tout le temps. Même si tu trouves un moyen de le patenter, là, je sais qu'il y en a qui vont voir le chiffre que ça donne la puissance d'accommodation ici, puis qui vont dire « Ah, mais je suis capable de prendre ce chiffre-là puis de le patenter, puis que ça donne la bonne réponse. » OK, je te jure qu'à l'examen, tu vas te tromper, puis je te jure que ton raisonnement sera pas bon. Puis moi, je vais regarder ce que tu m'écris. Si tu me dis des chiffres qui sont pas vrais dans ton équation, même si la réponse donne bon, si ce que tu mets est pas vrai dans ton équation, je peux pas l'accepter. Donc, sois mise en garde par rapport à ça. La puissance d'accommodation nous permet aucunement de déterminer notre prescription. Ça nous permet juste de savoir est-ce qu'on est vraiment myope. Mais de toute façon, il faut corriger le défaut de la vue de toute façon. Fait que peu importe ce que ça donne, il n'y a pas une information super utile là, à la puissance d'accommodation. Donc, on va aller chercher un petit 2 points quand même. Puissance d'accommodation, je vous ai dans la formule en haut, donc 1 sur DPR, moins 1 sur DPP. Donc, la distance avec mon PR, c'est mon 40 cm, donc 0,400 m. Et mon œil est hémétrope, donc l'endroit le plus loin que je suis capable de voir, c'est l'infini. Donc, 1 sur 0.400 moins 1 sur l'infini me donne plus 2,50 dioptries. Donc, oui, j'étais en bas de 4. Donc, oui, assurément, j'ai un œil qui est bien presbyte ici. Donc, on voit très mal de loin. De proche, excusez-moi. Sa prescription. Donc, je vous rappelle, le rôle de la lunette, c'est de créer une image virtuelle à mon PP et mon objet doit être à 25 cm. Donc, mon P, il va être égal à 0,25. Mon Q à mon moins 0,400, donc mon 40 cm en négatif parce que c'est une image qui est virtuelle. Et ça me donne une prescription qui me donne le résultat dans le fond du calcul. Donc, plus 1,50. C'est une lentille convergente, donc ma focale et mon dioptrie devraient être positifs. Maintenant, domaine de vision nette avec lunettes. Donc là, on sait qu'on va voir au plus près avec 25 cm. On a créé des lunettes d'1,50 pour qu'ils puissent voir des objets à 25 cm. Donc, on sait que le plus proche qui est capable de voir, c'est 25 cm. C'est quoi le plus loin qui est capable de voir? Bien, sans ses lunettes, il est capable de voir jusqu'à l'infini. Avec ses lunettes, est-ce que ça va changer? On va calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Donc, il est où l'objet le plus loin que je suis capable de voir? Ben, qui crée une image à l'infini avec ma lentille. Parce que c'est ça le plus loin que je suis capable de voir. Mais là, j'ai ma lentille, donc je vais créer une image virtuelle en l'endroit le plus loin que je suis capable de faire avec la prescription de ma lentille. Si je calcule ça, ben, j'arrive avec 66,7 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec mes lunettes, je suis capable de voir entre 25 cm et 67 cm environ.
capable de voir beaucoup plus proche, je suis capable de voir beaucoup moins loin. Des lunettes de vision de près, c'est très mauvais pour la vision de loin. Ça bloque la vision de loin, ça devient flou très rapidement. Donc, c'est pas pour rien que c'est des petites lunettes qu'on met en bas pour qu'on puisse regarder au-dessus des lunettes, ou souvent on a des doubles foyers si on est encore myope. Donc, on va pouvoir combiner les deux. Donc, il peut y avoir les objets entre 25 cm et 66,7 cm de son œil avec ses lunettes. Sans ses lunettes, c'est quoi? Entre 40 puis l'infini. Donc, un domaine de vision beaucoup plus grand sans ses lunettes. Mais il n'est pas capable de voir aussi près. Donc, il est quand même rendu loin pour lire. Si jamais ça vous intéressait de savoir les opérations de la vue, c'est quelque chose que j'ai subi. Moi, j'ai corrigé une myopie et un petit peu d'astigmatisme. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'en parler pendant les rencontres. Je ne perdrai pas le temps de tout le monde à faire ça ici, mais juste pour que vous soyez au courant. En réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ces opérations-là? C'est qu'on va venir modifier notre œil au niveau de la cornée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire au laser, justement, une espèce de petite incision. Donc, on va brûler, dans le fond, une petite partie du cristallin. Donc, on va en retirer une petite partie, quelque part ici, pour justement créer une lentille qui va être divergente. Donc, on va enlever du cristallin pour le rendre moins convergent. Donc, c'est comme si on ajoutait une lentille divergente. Si on a de l'astigmatisme, l'astigmatisme, si vous ne savez pas, dans le fond, c'est que votre lentille n'est pas parfaitement équivalente sur tous les axes. On parle souvent de lentilles en ballon de football. Moi, je trouve que ça n'explique pas grand-chose. C'est que dans le fond, ta lentille, elle va être comme plus convergente, si tu veux, comme ça, que comme ça. Elle n'est pas équivalente dans les deux sens. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est justement, oui, on ajoute une lentille qui a une géométrie un petit peu... géométrie ballon de football, mais c'est que dans le fond, elle est plus convergente dans le sens que tu en as besoin, puis dans l'autre sens, un petit peu moins dans le sens que tu en as moins de besoin. Donc, on ajuste ça. Le cristallin ou la cornée n'est pas parfaitement rond, ça ne veut pas dire, donc ça se peut qu'il soit un petit peu dévié, donc plus convergent dans un axe que l'autre. Donc, en faisant cette petite cicatrice-là dans notre cornée, ben, on peut justement modifier, ajuster dans le fond tous ces défauts-là. Je pense pas que ça se fait au niveau de l'hypermétropie, mais pour la myopie, c'est hyper efficace, puis l'astigmatisme aussi. D'ailleurs, moi, je faisais un petit peu d'astigmatisme, puis le fait qu'on a corrigé ça, je lis beaucoup mieux je lis mieux, en fait, sans lunettes depuis. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, là. Surtout si vous faites un peu de sport, là. C'est très, très intéressant. Écoutez, je vais passer rapidement à la section finale, c'est-à-dire les instruments d'optique. Il n'y a pas grand-chose que je peux vous demander dans un examen par rapport aux instruments d'optique, à part de plugger ça dans les formules. Donc, je vais passer rapidement, juste pour qu'on sache un petit peu comment c'est calculé, ces grossissements-là. Mais au bout de la ligne, là, attendez-vous pas à avoir beaucoup de questions là-dessus. Là. Donc, premier instrument d'optique est la loupe. La loupe, c'est une lentille convergente, donc c'est la lentille que vous voyez en bleu foncé ici. L'idée, c'est de créer une image qui est virtuelle de mon objet qui était ici. L'image virtuelle va se trouver ici, qui va être un grossissement. Donc, le grossissement, on peut le calculer avec les angles. Donc, l'angle bêta ici, qui était l'angle de mon grossissement par rapport à l'angle que je préfère à mon objet. Faire le rapport de ces deux angles-là, ça me donnerait le grossissement réel de mon objet. Si on va voir dans les formules, ben, c'est θ', dans le fond, qui était le bêta divisé par le bêta original. L'idée, c'est que plus je vais rapprocher mon objet de ma focale, plus le grossissement va être important. Dès que je dépasse ma focale, ben là, ça se trouve être complètement flou. Donc, en général, on va essayer d'être proche de la focale, mais on n'est pas dessus, on est toujours un petit peu avant. Mais comme le grossissement dépend de la position de l'objet, donc grossissement qui est égal à moins Q sur P, mais comme on a une image qui est virtuelle qu'on va créer à un PP qui est normal à 25 cm, on va, comme je disais, le grossissement qui va dépendre de P. Mais comme on veut avoir le grossissement le plus impressionnant qu'on peut avoir avec notre lentille, ben, on va amener l'objet à ma focale, ce qui me donne ce qu'on appelle le grossissement commercial.
Le grossissement commercial, on le calcule avec la distance focale. Donc, lui, c'est toujours le même pour une lentille. Ce qui est le grossissement maximal que n'importe quel objet peut nous donner. Ce qui n'est pas vraiment réaliste. Là. Jamais on va avoir un grossissement réel qui va être aussi gros que ça. On va être sa limite, mais jamais on va l'avoir aussi gros que ça. Mais grossissement commercial, c'est ça. Le grossissement réel qu'on peut avoir avec notre lentille, on le calcule avec la distance de l'objet. Donc ça, c'est quand tu ajoutes une lentille, là, tu l'as, un grossissement 10x, 20x, 100x. C'est comme ça qu'on le calcule. Et celui qui est écrit sur la boîte, ben, c'est vraiment par rapport à la focale, donc le grossissement commercial, qui est toujours le plus impressionnant. Le microscope, un petit peu la même chose. Donc, le microscope, peu importe les microscopes que vous avez vus, là, ont à peu près tout le temps la même dimension. Pourquoi ils ont une dimension relativement semblable? C'est qu'on a deux lentilles convergentes, assez convergentes, mais on les distancie les deux foyers sont distancés à peu près la même distance tout le temps, c'est-à-dire à peu près 16 cm, qui est la distance L là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un objet qui est très petit. Donc, il faut se rappeler qu'un microscope, ça sert à grossir un objet très petit. On va avoir un objectif, donc la lentille qui est près de l'objet. Lui, il va créer une première image. Cette image-là va apparaître de l'autre côté de la focale de l'oculaire. Et le fait qu'il y ait l'autre côté va me créer une image qui va être virtuelle et qui va être grandement agrandie. Donc, c'est l'objectif qui crée un inversement, puis après ça, l'oculaire fait juste me créer une image qui est beaucoup plus grande. Donc, l'idée justement de l'objectif, c'est juste de faire apparaître ma première image de l'autre côté, ce qui me permet de la focale, ce qui me permet d'avoir un grossissement qui est beaucoup plus important. Et en général, on va essayer même d'ajuster ça pour que l'image ici apparaisse directement sur la focale, ce qui va nous amener au grossissement commercial. Donc, au lieu d'avoir les positions ici, ben, on va supposer que les deux apparaissent directement sur les foyers. Autant l'objet, on va le placer directement sur le foyer de l'objectif, que la première image qui devient notre objet pour notre oculaire va être placée directement sur le foyer de l'oculaire. Donc, l'oculaire et la lentille qui est sur le bord de notre œil. En général, l'objectif sur un microscope, on peut le permuter. On peut en avoir différents grossissements. Donc, c'est lui qu'on va changer. C'est ça, on a un grossissement réel qu'on calcule comme ça et un grossissement commercial qu'on calcule avec les distances focales. La lunette astronomique, elle, c'est un petit peu l'inverse du microscope, même si c'est sensiblement les mêmes éléments qu'on va mettre dedans. Donc, on a deux lentilles convergentes, un objectif, un oculaire. Sauf que la lunette astronomique, cette fois-ci, les focales sont très près et l'utilité est complètement différente. Donc, c'est pour observer des objets qui sont très éloignés et très peu lumineux. Donc là, on va avoir quelque chose qui va être parallèle à l'axe optique, donc quelque chose qui va converger encore une fois sur le foyer de l'objectif, qui on va rapprocher du foyer de l'oculaire. Donc cette fois-ci, les deux vont être très très près. L'objectif en général est beaucoup moins convergent que l'oculaire. Pour un microscope, l'objectif n'est pas permutable, c'est plutôt l'oculaire qu'on va pouvoir changer pour avoir des grossissements qui vont être différents. Et je vous dirais que cet instrument-là est complètement désuet. Aujourd'hui, les microscopes sont tous faits à partir de miroirs, donc on n'a plus d'objectif, on a plutôt un trou devant. Et à la fin, dans le fond, on a un miroir qui va être concave. Ce miroir-là va remplacer l'objectif et on va faire rebondir ça sur un autre petit miroir qui va dévier vers notre oculaire. Le télescope que j'ai est sous cette forme-là. L'avantage de faire ça avec un miroir, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des miroirs qui sont gros que des grosses lentilles. Écoutez, il faut être conscient que pour un objet qui est très près, comme pour un microscope, c'est facile d'ajouter de la lumière. On peut mettre n'importe quelle ampoule à côté, puis on l'éclaire. Un objet qui est au fin fond de la galaxie, qu'on essaie d'observer, qui a une luminosité très faible, qui se rend jusqu'à la Terre, ben, on veut avoir un œil qui est beaucoup plus gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des télescopes qui vont avoir des ouvertures de plus en plus grosses. Le fait d'augmenter cette ouverture-là, ça va faire rentrer beaucoup plus de lumière. Comme on observe avec plus de lumière, ben, on est capable d'avoir plus de clarté. Donc, on va pouvoir observer des objets beaucoup plus sombres. Aussi, on va voir dans les chapitres suivants que plus on augmente l'ouverture de quelque chose, plus on peut augmenter la définition.
donc le pouvoir de résolution de notre appareil. Pour un microscope, c'est quelque chose qui est vraiment pas nécessaire, on est tellement proche, mais pour des objets qui sont très, très, très éloignés, donc on n'a pas idée à quel point c'est loin les étoiles qu'on observe, là. Ça n'a pas de bon sens, l'angle que ça crée. Vous allez voir dans votre manuel, on peut vous parler d'angle sous-tendu avec la Lune, par exemple. L'angle sous-tendu avec la Lune, là, c'est tu prends ton œil puis tu regardes la Lune. Ben, fais une ligne à partir d'un côté de la Lune, puis une autre ligne avec l'autre côté de la Lune, puis finis ton triangle avec ton œil. Ben, l'angle entre ces deux lignes-là, c'est ça l'angle sous-tendu. On s'entend que pour la Lune, c'est quelques degrés, c'est à peine 1 degré, là. Imagine pour des étoiles qui sont très éloignées, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, peu importe ce qu'on peut regarder avec un microscope, les angles sous-tendus sur un microscope sont beaucoup plus grands que ceux pour un télescope, là. Donc, on essaie de voir avec des appareils qui sont de plus en plus gros. Si vous avez été intéressé l'année passée par la photo du trou noir, là, on a fait ça avec des observatoires qui étaient à différents endroits sur la Terre, donc pour justement servir d'un observatoire qui serait des diamètres équivalents du diamètre de la Terre. C'est des principes qui sont quand même assez intéressants et des principes d'optique qu'on va revoir un petit peu plus tard durant la session. Mais bon, ça se calcule de la même façon au niveau des grossissements et tout ça. Que ce soit un miroir ou une lentille au niveau de l'objectif. L'oculaire reste une lentille convergente. Les focales se calculent sensiblement de la même façon. Donc, c'est juste qu'ici, la focale de l'objectif serait la focale du miroir. Puis ici, ben, on a plus ou moins de contrôle. Les objets sont pas mal tout le temps très très loin, donc ils vont pas mal apparaître pas mal tout le temps. Donc, dans le cas du télescope, je dirais que je suis quand même pas mal plus d'accord avec l'approximation du grossissement commercial que par rapport à tous les autres instruments d'optique. C'est quand même tellement loin là, que c'est pas mal tout le temps au foyer que ça fit, là. Je donne vos exercices. C'est ce qu'on avait à dire pour ce chapitre. On fait des rencontres comme d'habitude cette semaine. Je vais essayer de faire un deuxième cours cette semaine pour rattraper la semaine passée que j'ai pas eu le temps d'en faire un. Donc, je vais essayer de vous en enregistrer un autre mercredi. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle bientôt.